YouTube, on se retrouve pour un nouveau live lecture, une nouvelle rediffusion de live lecture. On est toujours sur le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Et on entame très vite. J'ai lancé le live et en fait on va tout de suite partir dessus parce que j'ai des rendez-vous. Enfin j'ai un rendez-vous cet après-midi et du coup on va pas faire un live très long. Donc on va entamer rapidement. Alors, on arrive dans le nouveau chapitre. Le chapitre Pape 6 déjà. Ah ouais, je pensais pas qu'on était déjà au chapitre 6, ma foi, ok. Du pied dans la bouche au pied dans la mémoire et autres techniques de manipulation. Ouais, ça vend du rêve, hein. Tout de suite là, on est bien. Donc pour rappel, au dernier live, donc à la dernière VOD, on était sur la porte-au-nez, que je vérifie, hein. C'est ça, on était dans le chapitre sur la porte-au-nez. Et donc là, on entame du pied dans la bouche au pied dans la mémoire, autre technique de manipulation. On va entamer des chapitres qui vont parler de manière un peu plus généralisée de la manipulation, sans parler spécifiquement de certains mécanismes, comme la porte-au-nez, comme le pied dans la porte, et ainsi de suite. Et bonjour Sirenaï, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Tu es sur le live lecture de sciences sociales. Prends donc un siège, mets-toi bien, sois une belle petite fougère qui pousse, et viens échanger avec nous. Alors, une matinée en ville. Dolmos, la capitale, fête ce 15 décembre les 100 Dolmatiens. Alors, vous savez, quand je vous ai dit que mon ancien prof avait beaucoup d'humour, ouais, bon, des fois il avait un humour un peu plus subtil et maîtrisé que ça. Mais voilà, ne le jugez pas. Je vous jure que c'est un bon prof. Enfin, c'était un bon prof. Oh putain, le 15 décembre, les 100 Dalmatiens. Bref, cette commémoration est particulièrement appréciée des Dalmates, car la tradition veut qu'il fasse toujours beau ce jour-là. Comme les années précédentes, c'est sous un soleil facétieux, jouant à cache-cache avec les cumulonimbus, que Madame O se gare aux abords de la vieille ville, place de la Fontaine. Comme à l'accoutumée, les mendiants chassaient des zones piétonnes du centre-ville, elles les passants. Il y en a chaque année un peu plus, déplore Madame O. Elle change de trottoir. Pardon. Elle change de trottoir et presse le pas. Autour de la cathédrale Sainte-Lucie s'agite tout un monde de camelots, de brocanteurs, de Saint-Albanque, d'artisans. La foire des 100 Dalmatiens tient, une fois encore, ses promesses. Madame O se laisse porter par la foule. Là, un cracheur de feu s'époumonne. Là encore, un violon écorche une sérénade de Dvorak. Plus loin, un marchand de presse-citron donne de la voix. Le discours est bien rodé. Ces presse-citrons en bambou n'ont pas leur pareil. Il suffit de souffler sur le citron pour que le verre se remplisse. Voilà qui devrait faire plaisir à tante Germaine. Peut-on rêver d'un cadeau de Noël plus original ? Madame O s'approche, convaincue que 100 dolmas lui suffiront largement. C'est quelque chose, hein, ce presse-citron, s'enorgueillit le camelot en lui prenant le bras. Je vous mets au défi de trouver plus pratique. Combien se hasarde-t-elle ? 200 dolmas, tout rond. 200 dolmas ? Mais ce n'est pas tout. Pour 200 dolmas, vous emportez aussi ces deux jolis verres. Regardez, il suffit de les retourner pour en faire des coquetiers. Fallait y penser, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas tout, pour vous. J'ajoute 2 citrons biologiques bien mûrs. J'ai décidé de finir plus tôt aujourd'hui. En sortant un billet de 200 dolmas, Madame O se demande si les citrons tiendront jusqu'à Noël. De toute façon, se rassure-t-elle aussi. Les 2 verres cocotiers changent complètement la nature du cadeau. Le presse-citron seul eût été sans doute un peu trop utilitaire. Les verres cocotiers ajoutent une note de fantaisie, convenant bien à la joyeuse ambiance des fêtes de Noël. Son paquet sous le bras, elle se laisse porter vers un étal de cuir et de peau. Elle aimerait bien trouver pour son mari un beau cadeau afin de se faire pardonner ses dernières frasques militantes. Un blouson en daim, peut-être, mais rien ne l'emballe vraiment. Voilà qu'elle se dirige, presque malgré elle, vers un brocanteur pour y admirer une maternité, une vierge à l'enfant illuminé, probablement de la fin du XVe siècle. Frisson, le froid sans doute, l'émotion peut-être. Madame O remonte son col et chausse ses lunettes. Ah, madame, je vois dans votre regard que vous êtes sensible à la douleur humaine. Vous êtes sensible au malheur des autres, n'est-ce pas ? C'est une rousse aux cheveux d'ange qui l'interpelle. Nous faisons une quête pour les restaurants du cœur. L'hiver sera rude cette année. Bien sûr, vous êtes libre de faire comme vous voulez, de donner ou de ne pas donner, de donner beaucoup ou de donner peu. Vous savez, même un petit dolmas
est utile. Oubliant un moment son mari et la Vierge à l'enfant, envahie qu'elle est par la vision de ces pauvres hères qui, l'hiver, se serrent les uns contre les autres, sous le pont de Dolmos, Madame O cherche dans son porte-monnaie. Elle en sort 2 pièces de 10 dolmas. Merci, madame. Votre geste se traduira par un repas. Attendrie, Madame O doit se faire violence pour ne pas donner en sus ses 2 citrons. La buée de ses lunettes la gêne. Il ne manquait plus que le brouillard. Elle n'ose même pas demander le prix de la Vierge et repart. Soudain, c'est à elle qu'elle pense. L'idée s'est imposée alors qu'elle passait devant l'enseigne de télécommunications Dolmat. Pourquoi je ne m'offrirais pas un navigateur GPS pour Noël? J'ai trop tendance à regarder la carte en conduisant. Je vais finir par avoir un accident. Sitôt dit, sitôt fait, elle se trouve pour 899 dolmas, ce qu'il lui faut. Un GPS avec un lecteur MP3 intégré et téléphonie main libre. La foule est de plus en plus dense, le brouillard aussi. Ce n'est décidément pas le bon jour pour choisir ses cadeaux de Noël. Un presse-citron, 2 verres cocotiers pour tante Germaine, un GPS pour elle. Elle n'est tout de même pas sortie pour rien. Il est déjà 11 h. Il est temps de penser à l'âne salé, le plat national, que toute femme dolmate qui se respecte sert le jour de la fête des 100 dolmatiens. La fontaine près de laquelle elle s'est garée n'est plus très loin. À peine débouche-t-elle sur la place qu'elle réalise que la police a eu pour son pare-brise des attentions peu amènes. Les ordures, maugrait-elle. Mettre des contredanses un jour de fête comme celui-ci, c'est un comble. Elle appréhende la réaction de son mari au moment de payer l'addition. Dans ces moments-là, il n'est pas toujours très tendre avec elle. Quelle idiote, j'aurais pu me garer ailleurs. Oui, les 100 dolmatiens, ouais. Ah là là. Elle est encore à se traiter de tous les noms d'oiseaux lorsqu'elle constate en s'approchant de son véhicule qu'il ne s'agit que d'une simple publicité pour le triangle des Bermudes. Un piano-bar, mais aussi un haut lieu de perdition pour marins, célibataires en goguette. Ouf, je préfère ça. Soulagée, elle se surprend à faire l'aumône d'une pièce de monnaie au mendiant qui la regarde droit dans les yeux. Elle glisse la publicité dans son sac. Ça peut toujours servir, pense-t-elle, et en ressort sa clé de contact. Courtoisement, un quadragénaire endimanché s'est approché d'elle. Il a le sourire professionnel de ceux qui attendent quelque chose. Il ne lui laissera pas le temps de s'installer au volant. « Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ? » ?»« Je vais bien, merci. Je suis content de savoir que vous allez bien. Je suis chargé de préparer une campagne de sécurité routière. J'ai besoin de votre opinion. Dites-moi, êtes-vous personnellement pour ou contre le respect de la code de la route ? » Bah, évidemment pour. Madame O se demande ce qui va encore bien pouvoir lui arriver. Vous êtes pour ? Alors permettez-moi de poursuivre. Pour préparer cette campagne, nous avons besoin d'arguments qui parlent vraiment aux gens. Nous avons pensé que le mieux était encore d'interroger les gens eux-mêmes, dans la rue. Bien sûr, nous ne mettons à contribution que les gens pour, comme vous. Si vous le voulez bien, je vais donc vous demander de me donner quelques arguments en faveur du respect du code de la route, auquel les dolmates, selon vous, seront sensibles. Si vous êtes d'accord, je branche mon magnétophone. Madame O, qui la connaît, le sait bien, ne manque ni d'éloquence ni d'imagination. Le militant de la sécurité routière ne la laissera toutefois pas parler plus de 3 minutes. Merci infiniment pour vos arguments, qui me seront très utiles. Pour terminer, j'aurais besoin que vous me donniez des exemples de situations dans lesquelles il vous est arrivé, nul n'est parfait, de ne pas respecter le code de la route. Dites-moi par exemple, marquez-vous systématiquement l'arrêt à chaque stop. Je dis bien à chaque stop. Madame O pense alors au carrefour des épinettes qu'elle traverse 2 fois par jour. La visibilité est parfaite, à droite comme à gauche, et elle n'a jamais cru bon de marquer le stop lorsqu'elle ne voyait rien venir. Le militant l'amène ainsi à chercher dans sa mémoire de réelles infractions au code de la route. Stationnement illicite, non-respect des limitations de vitesse. Cela aurait pu durer longtemps si Madame O n'avait fini par avouer qu'elle était pressée. Oui, je comprends, pas de problème, de toute façon nous avions terminé. Merci pour votre collaboration, bonne journée et bonne route. 11h20. L'âne salé ne sera pas prêt avant 13h, s'inquiète-t-elle, en lançant le moteur après avoir précautionneusement attaché sa ceinture de sécurité. C'est fou le nombre de personnes qui viennent vous solliciter pour ceci ou pour cela. La voici maintenant au carrefour des épinettes. Personne à droite, personne à gauche. Madame O marque, néanmoins, pendant plusieurs secondes, l'arrêt réglementaire. Ah, eh ben... Et c'est toujours pas fini le... Non, c'est bon. Donc ça, c'était la mise en situation. Donc comme d'habitude, vous avez tout un passage qui vous dit, bon bah regardez, c'est comme ça que ça marche. C'est le principe de la situation qu'on va utiliser après
les différents moyens, les différents outils, les différents processus de manipulation qu'il y a, qui se présentent et qui peuvent être décryptés, qui peuvent être analysés à travers cette situation, cette mise en situation plutôt. Alors je réponds juste à quelque chose parce qu'on m'a envoyé un MP. Hop. Voilà. Et donc on passe du coup à la petite partie qui va un petit peu analyser tout ça. À l'occasion de la fête des 100 Dalmatiens, et en moins de 2 heures, Madame O a fait très fort. Une petite souris bien informée n'aurait pas relevé moins de 9 techniques de manipulation ayant fait l'objet de l'attention des chercheurs. Allez savoir si ce ne sont pas ces techniques qui ont conduit Madame O à faire les 4 choses suivantes. Mettre 200 dolmas dans le cadeau de Noël de tante Germaine, donner 20 dolmas pour les restaurants du cœur, faire la charité à un mendiant, marquer le stop au carrefour des épinettes. Pour en arriver là, Madame O a successivement été soumise à un toucher, un ce n'est pas tout, un étiquetage, un vous êtes libre de, un peu c'est mieux que rien, une crainte puis soulagement, un les yeux dans les yeux, un pied dans la bouche et, pour couronner le tout, un pied dans la mémoire. Chacune de ces techniques peut être utilisée isolément lorsque l'on souhaite qu'une personne réponde à une attente ou satisfasse une demande. Nous les regroupons en 2 catégories, réservant un statut particulier au pied dans la mémoire. La première catégorie rassemble les techniques concernant la création du contexte interpersonnel dans lequel la requête va pouvoir être formulée avec le plus d'efficacité. C'est ainsi que Madame O a été touchée, au bras, par un camelot, la technique du toucher. Un peu plus tard, après avoir craint le pire, Madame O s'est sentie soulagée en constatant que ce qu'elle avait pris pour un PV n'était au final qu'une banale publicité, la technique de la crainte puis soulagement. La morale est sauve, c'est un mendiant, la regardant dans les yeux, la technique des yeux dans les yeux, qui aura profité de ce soulagement. Quant à l'enquêteur de la sécurité routière, il n'a pas manqué de s'enquérir de sa forme et d'afficher sa satisfaction en apprenant que Madame O allait bien. La technique du pied dans la bouche. Tout cela, direz-vous, n'a pour effet que de créer un climat, ou comme disent volontiers certains spécialistes, une humeur positive. Soit, mais encore faut-il procéder adéquatement et au bon moment. La deuxième catégorie rassemble les techniques concernant la formulation au sens large de la requête. Le camelot a su faire valoir, comme autant d'avantages insoupçonnés, les 3 éléments d'un lot coûtant 200 dolmas. Un presse citron, certes, mais aussi 2 verres cocotiers, mais aussi 2 citrons. La technique du « ce n'est pas tout ». La militante des restaurants du cœur, pour sa part, a pris le soin de dire à Madame O qu'elle était sensible à la douleur humaine, la technique de l'étiquetage. Elle n'a pas manqué non plus de lui rappeler qu'elle était libre de contribuer à la collecte ou pas, technique du « mais vous êtes libre de », et que la moindre pièce serait la bienvenue, technique du « un peu, c'est mieux que rien ». Nous réservons pour la fin de ce chapitre la très ingénieuse technique du pied dans la mémoire, mise en œuvre par l'enquêteur de la sécurité routière. Il a engagé Madame O dans la défense d'une noble cause, le respect du code de la route, avant de l'inciter à plonger dans sa mémoire pour y constater les écarts qui lui arrivaient de s'autoriser. Résultat, elle marque un stop qu'elle avait pourtant pour habitude de négliger. Tac tac tac. Alors je réponds juste encore une fois à un message qui m'a été fait à côté. Hop, voilà. Donc ça, vous voyez là, on est en train de prendre en fait les différents éléments qui ont eu lieu dans sa vie. Donc bah voilà, ça il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et en fait, ce qui va se passer, comme tout le reste du livre jusqu'à présent, c'est qu'on va regarder que tel élément, en fait, ça a été étudié par des chercheurs en sciences sociales, qui ont déterminé que bah, ça, c'était un mécanisme, un processus qui pouvait notamment déboucher sur de la manipulation. Encore une fois, l'idée n'est pas de dire que toute manipulation est voulue, pensée, réfléchie, et que c'est fait de manière consciente. Pas du tout. Ce qui sert à être utilisé, ce qui est démontré dans ce livre, dans cet ouvrage, c'est que juste, il y a des processus qui vont nous mettre dans des états, on va dire, dans des situations, dans des contextes où on va pouvoir plus favorablement répondre à certaines demandes, à certaines sollicitations. Et que ces processus, bah justement, ils sont communs, ils sont extrêmement communs, ils sont présents un peu à n'importe quel moment de notre vie, à un peu n'importe quel moment de nos interactions avec autrui,
Parce que tout simplement, ce sont des processus qui existent dans les interactions humaines et qu'on ne peut pas y échapper en fait. Ils sont présents dans nos interactions de manière générale et encore une fois, il n'y a pas forcément de volonté spécifique de la part des personnes qui vont mettre en place ces processus, de mettre en place le processus. Parfois, c'est juste parce que leur manière de faire est comme ça, sans avoir conscience que la manière dont ils le font relève ou peut être analysée comme étant un processus de manipulation. Mais ça ne change pas pour autant que, même si c'est inconscient, ces éléments, ces processus qui vont être mis en place, même inconsciemment, vont favoriser une réponse positive à la demande, vont mettre la personne en face dans un contexte d'où la réponse pourra être pas forcément déterminée à 100%, mais pourra être très certainement être déterminée comme étant celle qu'on attend. Et c'est ça qui est important à montrer en fait. Le contexte de la requête. Commençons par ces petits trucs qui vont mettre en condition la personne que vous souhaitez gagner à votre cause et donc la prédisposer à vous satisfaire. Ces divers petits trucs n'ont pas tous fait l'objet de la même attention de la part des chercheurs. Nous n'évoquons que ceux dont l'efficacité est attestée dans la littérature scientifique. La technique du toucher. Vendredi soir, comme chaque semaine, liste en main, vous faites vos courses dans le supermarché le plus proche de votre domicile. Bonjour madame. C'est un démonstrateur, tout sourire, qui vous tend un morceau de pizza après vous avoir pris le bras. Goûtez madame, poursuit-il. C'est un morceau de pizza, un nouveau produit cuisiné così fan tutte. Je parle très très bien l'italien. Bien sûr, voilà, ne me jugez pas pour mon accent pourri. Oh Ducky, bonjour Ducky. Merci énormément. Bonjour. Et du coup, je me fais attaquer par le chat en même temps. Merci énormément pour le resub. Comment vas-tu? Ça fait déjà 4 mois. Oh. J'espère que tu vas bien. On est en plein live lecture. Tu peux dire bonjour à YouTube. Les choses font tout. C'est ce que ça veut dire, così fan tutte? Je sais pas. Hein. Je parle pas italien. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup, moi ça va bien. On a fait une petite semaine de pause la semaine dernière. Et puis là, on a repris les lives depuis hier. Et donc là, tu es en train tu peux faire bonjour à YouTube. D'ailleurs, vous pouvez faire bonjour à YouTube parce que YouTube vous voit. Voilà, YouTube, là, YouTube, il vous voit. Il vous regarde droit dans les yeux, YouTube. Et ouais. Oh, mais oui, je t'aime, mon chat. Pardon, je me fais attaquer par un chat, je crois qu'il veut de l'attention. Et du coup, on est en pleine VOD, lecture de sciences sociales. On est sur le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Et du coup, on est en train d'entamer un chapitre. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est un micro. Laisse le micro. Mais du coup, voilà. Voilà, exactement. Viendez sur Twitch. On est bien sur Twitch. On est bien. On parle, on papote, on échange, on fait des live lectures. C'est cool quand même. Par contre, t'es un peu chiant le chat. Je t'aime, hein, mais si tu te mets devant le livre, c'est un peu problématique. Non, je crois qu'il s'en fout. Je crois qu'il s'en bat les reins. Je crois qu'il est juste content d'être là. Je t'aime ma puce, mais oui. Bon, en tout cas, j'espère que tu vas bien ce matin, Ducky. Prends un siège, installe-toi, mets-toi bien. On est en train de parler de techniques de manipulation. Et là, notamment, du technique du toucher. Mais oui, le chat. Mais oui, je t'aime. Je crois qu'il a besoin d'attention, mon chat. Je sais pas. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, tu veux pas t'asseoir que je puisse continuer à bouquiner? Allez. En fait, Ducky, demain, je suis tout violet et j'ai le bout des cheveux qui seront bleus. Normalement. Voilà. Parce que du coup, à 14h, j'ai rendez-vous avec une coiffeuse spécialisée dans les colorations. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on va couper le stream un petit peu tôt, vers midi et demi dans ces eaux-là. C'est parce que derrière je vais aller faire un peu de route pour aller me faire décolorer les cheveux et colorer les cheveux, donc en violet et avec les pointes bleues a priori.
On part sur cette volonté-là. On va voir comment ça va rendre, mais cette fois-ci, du coup, ça sera une coiffeuse spécialisée dedans. Contrairement à la fois d'avant, où c'était juste ma coiffeuse habituelle et qui est pas forcément spécialisée du tout dans les couleurs, voire même pas du tout, puisqu'elle en fait quasiment jamais. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui a un salon fait pour faire des couleurs. Donc normalement, ça devrait être plutôt bien fait. Ça devrait. Donc voilà, normalement, demain matin, quand vous me retrouvez, bah, j'aurai les cheveux violets et les pointes bleues. Voilà. Donc j'ai trop hâte. C'était le petit... J'y ai pensé parce que bah, du coup, forcément, je te vois... j'y pense, tu vois. Ça vient tout seul. Il y a comme un lien qui se fait, étonnamment. T'es un peu devant le chat. Sur ce, je me reconcentre un petit peu. Et on est reparti pour, du coup, la technique du toucher. La technique du toucher. Hein, mais à réaliser par des professionnels, bien sûr. Bien sûr. Donc on était sur goûter madame, c'est un morceau de pizza, un nouveau produit, tout ça, tout ça. Vous prenez la pizza qui vous est tendue, il vous rend votre bras. Vous poursuivez alors vos achats tout en savourant la pizza. Question. Pensez-vous que le fait d'avoir été touché au bras par le démonstrateur à l'entrée du magasin a pu vous inciter à goûter le morceau de pizza? La réponse? Bah oui, certainement. Sans doute. Si tu te mets devant, tu me déranges un peu quand même. Hein. Mais oui, je t'aime. Il est trop mignon, mais il m'empêche de lire. Il m'empêche de lire. Mais oui, t'es mignon. Mais oui, t'es mignon. Il est mignon, hein. Vous avez vu comme il est mignon, hein. T'es mignon, mais t'es un peu chiant. Ah là là. Mais oui, il ronron. Bah oui, il est trop heureux, là. Arrête, arrête. Il est en train de fermer le livre. C'est pas possible. Laisse ce livre. Mais... Oui. Est-ce que je peux continuer ma lecture? Stockholm. Non? Je crois qu'il en a rien à péter que je continue la lecture. C'est genre vraiment, c'est... non mais tu me fais des câlins. Tu me fais des câlins. Allez, tu me fais des pouchou pouchou. Tout de suite. Voilà. Bon, je vais dédier une main aux gratouilles et je vais continuer à lire avec la deuxième. Alors, sans doute, madame, êtes-vous surprise par cette réponse? Nous reconnaissons que nous l'avons nous-mêmes été aussi. Psychologues sociaux, nous sommes, plus que d'autres psychologues, habitués à traiter les résultats contraires au sens commun, quelquefois même déroutants. Pourtant, le rôle joué par les contacts physiques sur l'acceptation de certaines requêtes n'a pas fini de nous étonner. Maintenant, c'est sa queue qui me dérange. Ça suffit. Ah. Mon bébé. Déconcertante cette recherche réalisée par Clank en 77, au milieu des années 70, auprès d'utilisateurs de cabines téléphoniques. Les cabines téléphoniques dans ces années-là fleurissaient au coin des rues. Souvenons-nous que, même dans les pays les plus industrialisés, toutes les familles ne disposaient pas à cette époque d'un combiné téléphonique dans leur salon, et encore moins d'un téléphone portable dans leur sac. Les coups de fil, comme disait-on alors, étaient passés depuis les cabines publiques. Mais ça suffit! Tu sais que tu prends de la place et que t'es pas transparent? Tu n'es pas transparent. Non, c'est un micro. C'est toujours un micro. Il est mignon, hein? Avouez qu'il est mignon, le Stockholm. Hein. Il est pas pratique, hein? Mais mais il est mignon quand même. Voilà, la technique du toucher est maîtrisée par le chat. Tout à fait. Le chat maîtrise la technique du toucher. Dis donc. Dis donc. Tu vois papa que papa y travaille? Tu ne vois pas que papa y travaille? Non, on s'en fout. Oh mon bébé, il est trop mignon. Comment est-ce que vous voulez résister à ça? Non mais sans déconner. Regardez-moi cette petite bouille là. Regardez-moi ça là. Et ça fait du ronron. Bon, ça met des gros coups de queue dans la bouche aussi, mais ça c'est autre chose. T'es en train de te caresser contre le meuble? Je te caresse pas assez, faut que t'ailles te caresser contre le bureau. Ce chat. So tu peux pas résister, c'est impossible. Ah mais non, mais c'est impossible, c'est impossible. Non mais attendez, il y a pire encore. Il y a pire encore. Regardez ça. Non, baisse ta queue. Regardez ce qu'il y a dans le fauteuil. Avouez que ça aussi, c'est quand même mignon. Avouez que ça là-bas, là,
Ça te donne envie d'aller faire des puchu aussi, hein. En vrai. En vrai. Elle a l'air trop mimi, hein. Comme ça, là, tout allongé, posée dans le fauteuil. Tout le fauteuil est pour elle, évidemment, hein, ça me semble évident. Elle a l'air plutôt bien. Un Brady. Ma puce. Bah oui, hein. Elle a l'air plutôt posée. Elle a l'air plutôt bien. Sa vie de chat a pas l'air trop difficile. Il n'y a plus de récompense friandises, non et non et non. Alors, le problème, c'est que on a amené les différents chats au veto. Alors, elle, c'est normal, parce que bah, c'est suite à ses opérations. Comme c'est un chaton, elle a des croquettes spécialisées pour grandir. Donc, pour l'instant, elle n'aurait pas eu le droit aux friandises et tout ça. Monsieur Chat est obèse, reconnu comme obèse. Il a 2 kilos en trop, ce qui est beaucoup pour un chat. Donc il a des croquettes spéciales qui sont faites pour maigrir et donc il ne faut évidemment pas donner de petits bonbons ou autre. Et on a Stockholm qui se trouve avoir des problèmes de reins. En fait, elle avait fait un petit check-up, la veto, et en fait elle m'a dit attendez, on va faire des études complémentaires. Du coup elle lui a refait une autre analyse de sang, et en fait elle m'a dit le problème c'est qu'il a un problème au rein qui s'est déclenché, et du coup il a des croquettes spécialisées pour les reins, et il ne doit manger que ça. Il ne faut pas qu'il mange autre chose, parce que du coup ses reins sont en mauvais état, quoi. Donc en dehors de ça il va bien, hein, c'est juste que ce qu'il mange c'est contrôlé. Et du coup Monsieur Chat a des croquettes spéciales pour lui, Stockholm a des croquettes spéciales pour lui, Brindille a des croquettes spéciales pour elle. Donc je vous avoue que les bonbons, c'est compliqué là. Donc j'ai enlevé les bonbons, j'ai enlevé la pâtée, et je réfléchis à qu'est-ce que je peux vous mettre comme récompense à la place. Et je me suis dit éventuellement ce qu'on peut faire, c'est mettre une récompense où on risque pas de manger les croquettes des uns des autres. Bah si, c'est pour ça qu'en fait c'est dans des petites boîtes, les croquettes sont dans des boîtes et je les donne à heure un peu, pas forcément fixe, parce que c'est un petit peu flexible, mais je leur donne à manger spécifiquement à chacun en fait. Ils ont leur propre boîte à croquettes chacun, et ils ne peuvent manger qu'une certaine quantité. Pour Monsieur Chat notamment, Monsieur Chat doit avoir une certaine quantité de croquettes et pas plus par jour, mais ça va, il le fait bien, il le tient bien. Et du coup je suis obligé de surveiller avec Adémon qu'ils mangent pas les croquettes à côté, parce que effectivement ils sont pas censés manger les croquettes à côté, puisqu'ils sont chacun avec leurs propres croquettes. Voilà. Coupe les ovaires d'ici un mois, oui. Effectivement, la petite va se faire stériliser dans pas très longtemps. Ça se rapproche, Mais bon, du coup il faut faire gaffe, mais ça prend du temps. C'est pour ça aussi que là je commence live plus tard, et plutôt vers 9h. C'est parce que en fait ça dépend de si Anémone a réussi à prendre le temps de les nourrir ou pas. Si Anémone a eu le temps de les nourrir le matin avant qu'elle parte au taf, moi ça va, je peux lancer le live assez tôt, et donc globalement c'est à 8h40 que je lance le live. Si j'ai pas le temps, par exemple c'était le cas ce matin, que Adémon n'a pas pu s'en occuper avant de partir parce que elle-même était pressée par le temps, à ce moment-là malheureusement j'ai pas le choix, il faut que je fasse moi, et puis on commence à 9h comme ce matin. Parce que du coup il faut prendre le temps de les laisser se nourrir chacun, sans faire trop de bêtises, sans trop manger les croquettes des autres, parce que du coup ce qui est drôle, c'est que Brindille, elle essaie de manger les croquettes de Stockholm. Stockholm essaye de manger les croquettes de Brindille et de Monsieur Chat. Monsieur Chat essaye de manger les croquettes de Brindille et de Stockholm. Voilà. Par contre, Brindille essaye d'enterrer les croquettes de Monsieur Chat. A priori, Brindille trouve que ça pue la merde au sens littéral, puisque vous savez que quand les chats vont à la caisse, ils enterrent leur caca avec la patte, hein, ils essayent d'enterrer leur caca. Et à chaque fois que Brindille passe à côté des croquettes de Monsieur Chat, elle fait le geste, elle essaye d'enterrer les croquettes. Donc je pense que pour Brindille, littéralement les croquettes de Monsieur Chat puent le caca. Mais pour de vrai, c'est un peu triste. C'est drôle, mais c'est un peu triste. Mais j'avoue que c'est drôle quand même. Moi ça m'a fait rigoler. Enfin ça me fait rigoler parce que c'est tous les jours en plus, hein, donc elle passe à côté, puis tu vois qu'elle est là en mode et tu te dis mais c'est des croquettes, c'est pas du caca, c'est juste des croquettes. Mais bon, c'est rigolo. Si Monsieur Chat les mange, c'est pas grave. Oui, mais Monsieur Chat préfère les 2 autres croquettes, celle de Brindille, parce que celle de Brindille c'est des croquettes pour chatons, donc tous les chats aiment les croquettes de Brindille parce qu'elles sont super caloriques et tout, et qu'ils sont en mode ah mon dieu c'est trop bien. Mais sinon ils préfèrent aussi les croquettes de Stockholm aux siennes, parce que les siennes c'est des croquettes de régime, et du coup il a pas envie de régime a priori. C'est des croquettes qui sont spéciales justement régime. Je crois qu'il y a surtout de la viande dedans. Il n'y a pas beaucoup de trucs autres.
Et en fait, a priori, il kiffe pas sa vie. Il a envie d'avoir les additifs, il a envie d'avoir le côté un peu bouffe de merde, on va dire. Et celles de Stockholm, elles sont au poulet, au saumon. Donc du coup, il a un peu de goût, quoi, je pense. Ces croquettes sont peut-être un peu plus sympas. Elles sont moins sèches aussi. Les croquettes de Monsieur Chat sont beaucoup plus grasses, étonnamment. Enfin, je sais pas si c'est gras le terme qui correspond. Elles sont plus humides. Les croquettes de Stockholm, c'est vraiment des trucs super secs. Alors que celles de Monsieur Chat, pas du tout. Elles sont pas trop. Elles sont un peu molles et tout. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il préfère celle de Stockholm. Peut-être que la texture très sec lui plaît plus. Je sais pas. Je sais pas trop. Voilà, McDo ou une salade verte, j'ai fait mon choix rapidement. Ouais, ouais. Encore que McDo, c'est quand même grave de la merde. J'avoue que j'en mange quasiment plus. Si j'en mange une fois ou deux dans l'année, c'est la panacée, comme on dit. Mais au-delà de ça, c'est vrai que la nourriture de fast-food, notamment avec la Cantina, donc je vous rappelle que j'ai un restaurant qui s'appelle la Cantina qui est tenu par un ami qui est juste littéralement 5 mètres en dessous de chez moi. C'est un kiff absolu. C'est un kiff absolu. Bon, c'est la nourriture de fast-food, hein, c'est des burgers et compagnie. Mais c'est vrai qu'en termes de qualité, tu prends un burger de Nico, du coup, parce qu'il s'appelle Nicolas. Tu prends un burger de Nicolas et tu prends un burger de McDo. Enfin, mon choix il est vite fait. Hein. Le burger de Nico, déjà, il fait 2 fois la taille de ceux de McDo. Et puis, quand tu les manges, ça a du goût, quoi, quand même. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. On va pas se mentir, c'est pas mal du tout. C'est bien. C'est bien. C'est de la merde, mais j'aime bien de temps en temps, même si ça me rend un peu malade. Ouais. Littéralement 5 mètres. Ça y est, t'as adopté le sud. Ouais, ça va, il y en a 25. 5 fois 5 mètres, c'est bon. Ça va. J'aime pas les burgers, mais les frites. Alors moi, mon problème avec les frites qu'il fait, mais je pense que c'est le problème des frites du sud en général, c'est qu'elles sont beaucoup trop molles, beaucoup trop grasses. Et c'est souvent le problème des frites du sud. En fait, j'ai remarqué ça. Les patates sont pas du tout les mêmes entre celles qu'on a ici dans le sud et celles que j'ai dans le Nord-Pas-de-Calais. Et en vrai, ça change complètement la texture des frites, mais vraiment du tout au tout. C'est assez impressionnant. Et du coup, les frites ici dans le sud, j'ai un peu du mal. Je vous avoue que j'ai un peu du mal. C'est pas mon kiff. C'est pas mon kiff absolu. J'ai le chat qui s'est allongé juste là. Voilà. Vous avez vu comme il est mignon. Vous avez vu comme il est mignon, chaton. C'est le plus beau chaton de tous les chatons. Voilà, j'aime mon chat. Pardon. Enfin, au cas où vous ne le savez pas. On parle McDo parce que Stockholm voulait des câlins. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Regardez Pépette, elle est en train de regarder le dehors. C'est la télé? Tu regardes la télé, mon bébé? Ou alors t'as vu un oiseau? Elle a peut-être vu un oiseau. Ou alors c'est le penseur, vous savez, elle est en train d'avoir des pensées incroyables. Est-ce que j'aurai de la pâtée ce soir? Est-ce que vous croyez que les croquettes viendront à moi cette nuit? Est-ce que vous pensez que si je vais voir papa, il me donnera à manger? Quelque chose comme ça? Non, peut-être? Je sais pas. Des pensées profondes, bien sûr. Bien sûr. Le dehors, c'est trop bien, il y a des oiseaux. Bah ouais, ouais. En plus, on a une ligne électrique qui est littéralement juste en face, là. Mais vraiment, tu regardes le dehors, tu as la ligne électrique qui est à ton niveau. Et je pense que... Enfin, assez souvent, il y a des oiseaux dessus. Et je pense que du coup, là, il doit y avoir un oiseau. Il y a probablement un oiseau dessus. Parce que sur les lignes électriques, il y a souvent des oiseaux. Et du coup, c'est probablement ça qu'elle est en train de regarder. Ah, parce qu'en plus elle est fixe, hein. Tu l'appelles et elle n'en a rien à péter. Elle en a rien à péter. Brindille, mon cœur, qu'est-ce qu'il y a dehors? Il y a un oiseau? Non, elle s'en bat les reins. Elle s'en bat les reins. Elle s'en fout. Voilà. Bon, on va quand même continuer un peu la lecture. Tu me déranges pas trop hein, quand je lis. Hein. Promis, hein. T'es gentil, hein. Ouais, hein. On va dire qu'il est gentil comme chaton. Allez, on y croit. Alors, donc on en était à une étude qui a montré que par le contact, ça te pousse à dire oui. Et ils avaient fait cette étude en 70 avec des cabines téléphoniques par Clunk. Particulier comme nom. Venons-en aux faits. Quelqu'un pénètre dans une cabine et trouve sur la tablette quelques pièces de monnaie volontairement laissées par Clunk.
Évidemment, le chanceux ne laisse pas les pièces en sortant, mais les empoche en un tour de main. Il est intercepté quelques mètres plus loin par le chercheur. N'auriez-vous pas trouvé les quelques pièces de monnaie que j'ai dû laisser sur la tablette? Il se contente de cette sollicitation, purement verbale, dans un groupe contrôle. Ce groupe nous informe donc sur la réaction spontanée des personnes venant juste d'empocher l'argent, qui ne leur appartenait pas. Le taux de restitution des pièces de monnaie est de 63%. Auprès d'autres utilisateurs, le chercheur utilise la technique du toucher. En même temps qu'il exprime sa demande, il touche pendant 1 à 2 secondes le bras de son interlocuteur. Le taux de restitution est alors de 93%. Comme quoi, un geste qui peut sembler anodin, au point qu'on y porte le plus souvent même pas attention, peut rendre les gens plus honnêtes. Alors je dirais pas qu'il rend les gens plus honnêtes, je dirais que tu interviens dans sa zone personnelle. 63% des gens honnêtes, je suis agréablement surprise. Alors pour le coup, on a fait un live déjà il y a quelques temps sur notamment le mythe de l'homme est un loup pour l'homme et tout ce genre de trucs. Et justement, toutes les études de sciences sociales montrent que en fait, c'est pas cohérent. Le modèle qui consiste à dire que en général, les gens ne sont pas honnêtes, et ben en fait, c'est de la merde. C'est une croyance idéologique et ça ne repose sur rien de scientifique. Scientifiquement parlant, il est beaucoup plus probable que l'humanité est une espèce qui, en l'occurrence, est une espèce qu'on pourrait qualifier de coopérative. Les questions d'honnêteté, l'honnêteté c'est encore autre chose parce que là, c'est pas forcément une question d'honnêteté que de rendre l'argent. Parce que tu es dans un contexte où tu sais que l'argent n'est pas à toi et compagnie, donc c'est pas forcément une question d'honnêteté. L'honnêteté c'est une valeur morale qu'on va venir nous créer, ajouter pour notamment lire les échanges dans une société humaine, mais c'est pas forcément quelque chose de très probant scientifiquement parlant, c'est pas forcément le terme qui serait utilisé parce que c'est pas forcément ce que ça reflète vraiment. Mais par contre, tout ça pour dire que en général, l'humanité est plutôt coopérative et n'est pas du tout dans un modèle égoïste ou hédoniste, parce que ce sont les deux grands modèles qui étaient vus pendant très très longtemps, encore une fois ne se basant pas sur des sciences sociales, se basant sur des a priori, se basant sur des questionnements philosophiques, notamment posés par des gens, mais qui du coup ne se basaient sur rien de concrètement démontré. Et il partit du principe qu'en fait, soit l'humanité était hédoniste, soit l'humanité était égoïste. Dans le premier cas, tous les gens font tout pour leur propre plaisir, parce que ce qui convient et ce que l'humain cherche avant tout, selon cette théorie, c'est son plaisir personnel. Et égoïste, c'est la théorie qu'on ne cherche pas forcément le plaisir, on cherche l'avantage. On cherche notre avantage personnel avant et contre tout. Sauf qu'encore une fois, ces deux modèles, en fait, ils sont à la base faits par des philosophes. Il y a déjà quelques siècles de ça. Et en fait, toutes les retours qui ont été faits dessus depuis, en fait, la plupart sont purement et simplement des partis pris idéologiques sans aucune validité, sans aucune recherche expérimentale, sans rien qui démontre que ce sont des modèles viables. Voire même, quand on a essayé de le faire, on s'est rendu compte que ça ne collait pas. Le modèle hédoniste ou le modèle égoïste ne conviennent pas à décrire les comportements humains. Ce n'est pas logique, ça ne correspond pas. A contrario, du coup, on développe notamment les théories de la coopération et j'ai oublié le nom, c'est de l'altruisme. Voilà, on a plutôt développé les théories de l'altruisme, de l'être humain altruiste, et notamment en remettant en question la vision des définitions qui a été utilisées, parce que notamment un des grands arguments des défenseurs des théories égoïstes et hédonistes, c'est de dire que à aucun moment un acte ne peut être que et uniquement purement altruiste. Parce que même si c'est inconscient, quand tu vas faire un truc, tu sais que tu vas récupérer un bonheur, tu vas récupérer ceci, cela, enfin bref. Ils te disent qu'il y a toujours un avantage, et puisqu'il y a toujours un avantage, rien ne peut être purement altruiste. Sauf que du coup ça n'a pas de sens, parce que à contrario, tu vas jamais faire, ou presque jamais non plus, un acte juste pour être méchant en fait. Ça n'a pas de sens. C'est absurde. À un moment donné, ça ne marche pas non plus. Il y a plein de comportements qui ont été démontrés où, très clairement, les gens ne font pas d'action égoïste et que ça ne colle pas. Et du coup, la définition de la théorie altruiste, c'est de partir du principe qu'en fait, il y a tout un faisceau de raisons à chaque comportement, ce qui a été démontré à plein de moments, en fait, dans tous les cas où on étudie un peu l'humain, on se rend compte que les humains et les décisions, les actions humaines ne sont jamais dues à un facteur, ils sont dus à plein de facteurs, qui peuvent être plus ou moins nombreux, et que chacun de ces facteurs, en fait, vont décider
on va dire un pourcentage de la décision. Et donc tout simplement, si on va prendre un exemple à la con, si tu as 5 facteurs qui vont décider de tel comportement, c'est juste pour l'exemple, hein, ne partez pas du principe que c'est vrai, hein, c'est juste pour vous démontrer le truc, enfin pour vous expliquer le truc. Si vous avez 5 facteurs qui vont déterminer que cette action-là, si vous avez 4 facteurs qui vont dire, on va dire 20% de la décision et qui disent non, et que vous avez un facteur qui définit 80% qui dit oui, vous allez le faire. Ou peu importe le mélange, hein. C'est juste pour vous expliquer qu'en fait vous avez différents facteurs qui vont être coexister et qui vont amener à une prise de décision et à la mise en pratique de telle ou telle action. Et notamment du coup vous vous rendez compte qu'en fait les actions altruistes ou les actions égoïstes, elles répondent aussi à ça. Bien évidemment elles répondent aussi à ça, au fait qu'il y a différents facteurs qui vont être chacun coexistants et définir l'action qui va être choisie. Et probablement que si vous n'avez pas 4 facteurs qui déterminent à 20% le truc, mais peut-être 3 facteurs qui déterminaient à 20% et 2 facteurs qui déterminaient à 80%, et bah le ratio, le comportement était un peu différent, parce que le ratio était un peu différent. On serait peut-être arrivé au même résultat, mais l'action était peut-être un peu différente, et ainsi de suite. Et c'est ça qui est du coup vachement intéressant. Je suis d'accord avec ça, mais j'aurais pensé que sur des petites choses de la monnaie dans une cabine téléphonique, j'imagine que c'est moins d'1€, on aurait plus tendance de se dire que c'est pas grave, que ça va tant affecter la personne en face, alors qu'un gros billet, là il y a un impact sur l'autre et l'empathie entre en compte. Pas forcément parce qu'en fait tu te places dans la situation où justement tu as quelqu'un qui vient et qui te dit j'ai perdu quelque chose, peu importe que ce soit gros ou pas gros, tu sais que ce que toi tu as pris n'est pas à toi puisque tu l'as trouvé, tu sais que la personne en face montre qu'il lui manque ce quelque chose. Que ce soit important ou que ce soit pas important en termes de quantité d'argent, ça change pas forcément grand chose en vrai. Ça va pas forcément changer grand chose. Peut-être qu'effectivement, si c'est un billet de 100$ qu'il y avait plutôt que de la petite monnaie, peut-être que les gens réagissent différemment. Mais on sait pas en fait, parce que ça n'a pas été testé notamment. Donc on peut pas s'avancer là-dessus. Mais je suis pas forcément sûr que ça change vraiment foncièrement grand chose. Pas forcément, ouais. Pas forcément. Je reprends du coup la lecture. Depuis les années 70, les recherches sur le toucher ont fait Flores, Guéguin et Joule en 2008. Bah, justement ça, Guéguin, je suis désolé, je lance une question et je dois partir en réunion, mais c'était super intéressant. Bah tant mieux, mais il n'y a pas de souci, hein, pars en réunion, travaille bien, j'espère que ça se passera bien ta réunion, et puis peut-être à plus tard. Guéguin justement, c'est la personne avec qui notamment on avait regardé ses recherches sur le modèle altruiste dans les comportements humains, dans les échanges sociaux humains. Guéguin en fait partie. C'est un de ces auteurs qu'on avait regardé. Elle démontre par A plus B la réelle efficacité de ce geste. La célèbre université de Miami abrite d'ailleurs en son sein un centre de recherche qui lui est exclusivement consacré. C'est dire la respectabilité scientifique du toucher. Nous savons ainsi que le toucher 1. Affecte favorablement les jugements esthétiques. Silverthorne, Noren, Hunt et Rota en 72. Conduit les clients à trouver plus agréable le magasin dans lequel ils pénètrent, Ornick en 92. Amène les sujets d'une compagnie aérienne à trouver le personnel navigant plus compétent, Wyckoff et Oley en 90. Modifie positivement la perception d'un statut d'un inconnu, Storr et Klein en 91. Induit un patient à avoir davantage confiance en son thérapeute et à le trouver plus chaleureux, Pattinson en 73. Créer chez la personne touchée une humeur positive, Fisher, Ritting, Esselin en 76. Réduit le stress des patients avant une intervention chirurgicale, Witcher et Fisher en 79. Améliore les performances scolaires d'un élève, Stewart et Lupfer en 87, etc. Bref, l'effet du toucher est aujourd'hui démontré sur le plan évaluatif, motivationnel, relationnel et même physiologique. Ainsi, le toucher modifie-t-il notamment nos jugements et nos humeurs, comme en témoignent aujourd'hui 4 décennies de recherche. Ce sont ces modifications qui invoqueront la plupart des chercheurs pour expliquer les effets comportementaux du toucher, comme ceux observés après des utilisateurs de cabines téléphoniques invités à restituer l'argent qui ne leur appartenait pas. Ce phénomène, alors là je vais juste préciser un truc par contre, il faut prendre un truc qui est très en compte. Ah bah d'ailleurs je vois que juste après ça change quelque chose. Je vais vous en parler après du coup, je vais finir ça. Et justement, quand on va entamer la nouvelle partie, je vous ferai ce que j'ai en tête. Je vous dirai ce que j'ai en tête. Ce phénomène du toucher est des plus troublants. Il l'est d'autant plus qu'il n'est pas nécessaire de se souvenir d'avoir été touché par quelqu'un pour être influencé par le contact physique. Joulet Guéguin en 2007.
Ce phénomène va à l'encontre des croyances bien établies, qui concernent la distance à respecter dans les relations interpersonnelles. Sans doute a-t-on quelque peu exagéré l'importance des règles de proxémie, chères à Hall et tenant de la communication interculturelle. Étrangement, il s'observe dans les sociétés qui ont des cultures pourtant différentes pour ce qui est du contact physique interpersonnel. On oppose à juste titre les cultures dites de contact, latines notamment, et les cultures dites de non-contact, anglo-saxonnes notamment. Bien que les Américains soient les moins enclins à se toucher, c'est surtout auprès d'eux que les vertus du contact physique ont été étudiées. Mais sachez que le toucher, merci à Nicolas Guéguen de nous l'avoir montré, conserve toutes ses vertus en France, et donc dans l'un des pays du monde où, que l'on se dise, on se touche le plus. C'est là où je vais revenir sur un point, donc juste avant la partie qu'on va aborder. Donc là, en fait, il va aborder une partie où il fait la différence entre les touchés réalisés en France et les touchés réalisés aux États-Unis. Parce que justement, on n'a pas la même culture et que ça n'a pas la même portée. On n'a pas du tout la même facilité à avoir du contact en France, en tout cas dans les années, on va dire 2000, que aux États-Unis, parce qu'on a une culture différente et notamment une culture du toucher qui est différente. Ça peut être extrêmement mal vu et c'est extrêmement mal vu, par exemple aux États-Unis dans les années 2000, de venir te toucher. Et effectivement, comme le dit Mosquitux, si tu prends en compte, et j'allais le dire en plus, si tu prends en compte les pays asiatiques, la culture asiatique qui est vraiment pas faite pour se toucher, les États-Unis ils passent leur temps à se toucher. Vraiment, parce que en Asie, vous ne vous touchez pas. C'est culturellement, c'est extrêmement déplacé. Ça ne se fait pas. Vous allez au Japon, si vous touchez quelqu'un dans la rue, c'est super mal vu. Vraiment, ça ne se fait pas. C'est très déplacé. Là où en France, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment pas du tout le cas. D'autre part, cette culture du toucher, elle est très difficile à vivre pour les gens qui sont sur le spectre, pour qui le toucher est trop intense au point d'être traumatique. Tout à fait, tout à fait. Et c'est là où j'allais venir. Là, il faut bien en prendre en compte que cet ouvrage que je vous lis là, le petit traité de manipulation, il a été fait il y a quelques années. Il y a quelques années, ça veut dire en fait il y a quelques décennies, genre 2 décennies, hein, pour être précis. Donc en 20 ans, une culture peut énormément changer. Énormément. Le fait est que notamment, si vous prenez le cas de la France, vous avez une remise en question qui est de plus en plus présente d'année en année sur le fait justement d'avoir cette culture du contact. Parce qu'il y a tout un tas de personnes qui, dans notre culture, dans notre société française, n'apprécient pas du tout le contact, qui trouvent même que c'est gênant. C'est en plus, dans un système qui est patriarcal comme le nôtre, utilisé comme un système de domination. Ça peut être utilisé comme un système de domination. Ça ne veut pas dire que forcément toutes les situations de toucher le sont, c'est pas le propos. Mais ça peut être utilisé dans cette situation-là aussi. Bref, pour toutes ces raisons-là, vous avez une grande remise en question du toucher, de la pertinence de ce toucher. Par exemple, de faire la bise. La bise est une forme de toucher, hein, qu'on soit d'accord. Dans nos sociétés actuelles, et à plus forte raison maintenant avec la pandémie qu'on est en train de se manger et qu'on continue de se manger, ça remet complètement en question justement cette proxémie, le fait de venir pour venir mettre ta petite joue, venir serrer les mains et compagnie. Ça devient moins probant, justement, moins accepté. C'est vachement remis en question. Donc ça, c'est à prendre en compte. Là, ils en parlent aussi comme quoi, c'est normal, ça va de soi, parce qu'il y a 20 ans, ça allait de soi. Il y a 20 ans, en France, effectivement, c'était commun, c'était habituel. Ça pouvait même sembler logique que d'avoir ce contact, d'avoir ce toucher, d'avoir quelqu'un, quand tu rentres dans un magasin, qui va te prendre le bras pour te dire est-ce que vous avez un instant, patati patata. Aujourd'hui, ça l'est plus du tout. Parce qu'aujourd'hui, ça remet en question tout ça. Encore une fois, notamment avec la pandémie, mais avec d'autres questions aussi qui ont été ouvertes, notamment avec la bise et ainsi de suite. Et la pandémie a beaucoup joué aussi d'ailleurs à remettre ça en question, hein, parce que justement, comme la pandémie, pour des raisons de santé, pour des raisons sanitaires, a remis ça en question, a mis un gros holà sur ces échanges corporels, sur cette proxémie constante, ça a pu permettre à justement un certain nombre de débats d'être perceptibles et d'être entendus sur le fait que le contact, le toucher, c'est pas forcément pertinent tout le temps, voire même ça peut être utilisé à mauvais escient, notamment par le patriarcat et ainsi de suite. Donc c'est vachement intéressant de voir que le livre est daté et que ce qui est présenté comme étant logique, habituel, il n'est plus forcément aujourd'hui. Il n'est plus forcément aujourd'hui parce que justement aujourd'hui il s'est passé beaucoup de choses, il s'est passé 20 ans. Bref. J'ai horreur qu'on me fasse la bise parce que je suis une femme alors qu'ils sont tous serrés la main entre les mecs. Oui, typiquement, ça fait partie des raisons qui remettent en question justement cette proxémie qu'on a constamment dans notre société. Parce qu'effectivement, il y a des actes de proxémie qui sont différents en fonction de ton genre ou en fonction du genre qu'on t'assigne. Et ça c'est déjà, c'est pas normal justement. Dans une société où tu voudrais que
admettons, il y a le toucher, mais de manière logique, on va dire, normale, sans faire de distinction, bah t'aurais pas de distinction, t'aurais pas la bise pour les femmes et serrer la main pour les hommes. Ça serait pareil pour tout le monde. Le pire, c'est quand c'est agrémenté de la petite phrase « Ah bah toi je te fais la bise, hein ». Dans le sud, on fait souvent la bise aux mecs. Entre mecs s'entend, héritage pied noir. Alors moi je suis dans le Var, donc je sais pas si c'est le sud de la France que tu parles ou plutôt pays par exemple du Maghreb ou autre. Mais pas forcément tant que ça la bise entre mecs, non. Enfin je t'avoue que là dans le Var, donc le Côte d'Azur en l'occurrence, j'ai pas spécialement vu... C'est vrai que j'ai déjà vu des mecs se faire la bise. En Afrique du Nord, d'accord, en Afrique du Nord. Parce que j'allais dire, voilà, dans le sud de la France, ça m'est déjà arrivé de voir effectivement des hommes se faire la bise, qui sont assignés hommes et se faire la bise. Mais c'est pas non plus répandu. Bon, encore une fois, là, en plus, ces dernières années, encore moins, à cause de la situation qu'on a de pandémie. Mais c'est vrai que c'est plutôt serrer la main. Là, je trouve que dans le sud de la France, c'est plutôt serrer la main. En tout cas, dans mon sud de la France, parce qu'évidemment, il y a plusieurs suds, hein, selon que vous êtes du côté de l'océan Atlantique ou si vous êtes plutôt du côté comme moi, bah de Saint-Maximin, de Aix-en-Provence, tout ça, plutôt serrer la main. À Grenoble, les mecs se font presque tous la bise. Se font presque pas la bise. Ah! À Montpellier, à Marseille, entre potes, on se claquait la bise, mais c'était il y a 20 ans. Oui, mais c'est entre potes, c'est peut-être dans un cercle plus fermé. Tu vois, dans un cercle de collègues, est-ce que c'est le cas? Dans un cercle de collègues de taf, mais sans forcément qu'il y ait de lien, on va dire amical, je sais pas si ça se développe. Entre potes, ouais, je suis d'accord que j'ai effectivement j'avais ce réflexe il y a quelques années, notamment entre amis, que homme, femme, signé homme ou femme, clairement, je te tapais la bise si t'étais dans mon cercle, si je considérais que t'étais un ami. Aujourd'hui, clairement plus. Mais en même temps, aujourd'hui, j'essaie d'éviter les contacts, donc forcément, voilà. mais ouais, je pense que c'est peut-être réservé au fait que c'est un cercle intime. C'est peut-être ça qui faisait aussi que vous tapiez la bise plus facilement que par exemple avec juste des collègues de taf, mais sans qu'il y ait de lien amical plus travaillé, plus profond. Je vais quand même continuer. Du toucher américain au toucher français. Les effets du toucher sur l'acceptation d'une requête ont été observés dans les contextes les plus divers. Il nous plaît ici de choisir en France nos exemples en évoquant 2 recherches réalisées au début des années 2000 par Nicolas Guéguen. La première, en 2001, à la rue pour décor. Sa simplicité note rien à sa force démonstrative. Auriez-vous 1 ou 2 pièces pour me dépanner? Le taux d'acceptation est alors de 28%. On passe tout bonnement à 47% lorsque la demande est accompagnée d'un bref toucher sur l'avant-bras. La seconde recherche, en 2002, se déroule à l'université durant de véritables séances de travaux dirigés de statistiques. Comme il est de pédagogie courante lors de telles séances, les étudiants travaillent et l'enseignant dirige. Le voilà maintenant qui circule table en table, vérifiant consciencieusement la progression des étudiants dans leurs exercices. Encouragement pour tous, touché pour certains, mais l'horloge tourne et il est temps de passer à la correction. Qui se porte volontaire pour venir au tableau? Les enseignants le savent bien, il n'est pas facile d'amener les étudiants à venir librement au tableau corriger des exercices. Pour preuve, dans les situations contrôle, sans toucher, ils ne sont guère que 11,5% à se porter volontaire. Lorsque l'enseignant est accompagné sans encouragement d'un toucher du bras, ces pourcentages s'en trouvent presque triplés et passent à 29,4%. Ces 2 recherches françaises sont très représentatives d'un vaste ensemble de travaux, montrant l'efficacité de la technique du toucher lorsque l'on souhaite obtenir d'une personne qu'elle fasse ce qu'on lui demande. Et on compte aujourd'hui plusieurs centaines dans le seul domaine médical. Par exemple, pour rester en France, Marchand, Halimi, Folkowicz et Joule en 2009. Notre conseil, si vous voulez rester vous maître de vous-même dans toutes circonstances, n'acceptez pas qu'on vous touche. Si ce conseil vous semble trop difficile à suivre, choisissez bien, au moins, vos contacts. Vous ne le regretterez pas. D'ailleurs, du coup, vu que je vois qu'il cite une étude de 2009, ça ne doit pas être de 20 ans, ça doit être de 10 ans. Le bouquin doit avoir une dizaine d'années. Je vais lire. 2014. Ouais, c'est ça, il a un peu moins d'une dizaine d'années. 2014. 2014, du coup. Presse universitaire de Grenoble, mars 2014.
Et ben voilà, vous avez votre réponse. Donc il a à peu près une dizaine d'années le livre. Donc il y a 10 ans d'évolution de société française qui est plus là, qui est pas là, qui n'a pas été travaillée forcément. Hein. Et de toute façon même, là c'est des processus qui sont en cours, qui se portent sur des années, qui vont continuer à décanter et qui ne seront vraiment documentés que d'ici probablement 10 ans. Probablement, parce que ça n'a pas de sens de le faire là. Enfin, là, tu vas étudier un petit peu éventuellement les changements, les évolutions sociétales que tu as là tout de suite aujourd'hui, on va dire. Mais tu n'auras pas forcément le recul nécessaire pour vraiment voir notamment vers quoi on se dirige, vers est-ce que c'est probant ou pas. Parce que vous avez des changements de société, vous avez des évolutions sociétales qui peuvent être très courtes dans le temps, qui peuvent se faire très rapidement, mais qui peuvent aussi ne pas être pérennes du tout et revenir à un état antérieur assez facilement. Donc c'est pour ça qu'il faudra attendre encore quelques années, je pense, pour avoir des ouvrages qui vont traiter notamment des différences de toucher et de l'importance du toucher dans nos sociétés, notamment françaises. Je pense qu'il y aura encore quelques années pour ça. La technique du pied dans la bouche. Il aura fallu attendre 1990 pour que soit montrée expérimentalement l'efficacité d'une technique d'influence qui ne revient guère qu'à faire précéder sa requête d'une banale formule de politesse. Comment allez-vous ? Il est vrai que l'on réserve plutôt cette formule aux gens que l'on connaît peu ou prou. Howard, en 90, le promoteur de la technique du pied dans la bouche, voulait obtenir des personnes sollicitées par téléphone qu'elles veuillent bien acheter des cookies au profit des restaurants du cœur. Avant d'en appeler à la générosité de ses interlocuteurs, il disait une fois sur deux « Comment allez-vous aujourd'hui ? Je suis très heureux que vous alliez bien. » Cette entrée en matière fit passer le pourcentage d'acceptation de 10% à 25%. Les démonstrations de l'efficacité de la technique du pied dans la bouche ne manquent pas, qu'elles soient pratiquées au téléphone ou en face à face. Owen et Basile, en 94. Reste à en comprendre les ressorts. On pourrait penser que la politesse avec laquelle le chercheur s'est adressé aux gens joue un rôle de tout premier plan. Mais l'explication avancée par Howard est très différente. T'es devant. Il s'appuie sur le fait que la question qui lui est posée, quelle que soit son humeur effective, l'interlocuteur ne peut répondre que « ça va ». Ici encore, si la forme interrogative utilisée donne l'illusion de pouvoir choisir ses réponses, choisir entre ça va et ça ne va pas, la vie sociale nous dicte de répondre ça va, surtout lorsque nous ne connaissons pas ou très peu la personne qui s'adresse à nous. Et Howard s'adresse à des inconnus. D'ailleurs ça, pour la blague, il faut savoir que moi du coup je suis psychologue social spécialisé dans le travail, les interactions du travail, psychologue en fait, mon titre complet techniquement, ça serait psychologue social du travail des organisations. Parce que c'est l'étude que j'ai fait. Ce sont les études que j'ai fait. Mais pour faire la base de ça, je suis quand même passé par un trou commun très clairement centré sur la psychologie sociale. Et ce qui est rigolo, c'est que justement ces questions-là, je les ai travaillées. Je les ai travaillées de manière vraiment approfondie, puisque notamment Joule était un de mes enseignants et que forcément il aimait bien travailler ce genre de trucs. Il aimait bien les mettre en avant, puisque c'est ses recherches qui étaient basées dessus, quoi. Et du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai les réflexes aujourd'hui maintenant de toujours répondre avec honnêteté. Et ça désarçonne plein de gens. Parce que par exemple, la dernière fois, j'avais la banquière qui m'appelle pour me demander si je voulais venir faire une réunion pour tel ou tel truc. Je sais plus ce qu'elle me disait. Enfin bref, en gros, il fallait que je vienne à la banque pour faire une réunion de présentation de tel ou tel truc d'assurance ou je sais pas quoi. Et elle a commencé en me disant comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien. Et moi direct je lui ai répondu bah non, j'ai ma dent qui a explosé hier. Et du coup elle s'est sentie con. Et tu sens que les gens sont désarçonnés parce qu'ils ont dans leur petite tête que tu vas répondre oui ça va. Et du coup c'était genre bah non. Et du coup t'as senti le ah. Et moi je mais ça va aller hein. Du coup vous voulez quoi ? Et du coup, ça a cassé tout le dynamisme de sa tentative de me faire venir à une réunion. C'était rigolo. Et ça arrive très régulièrement. Je sais que moi, j'ai cette notion-là de justement ne pas répondre ça va. Si ça va pas, tu réponds pas ça va. Même si la personne tu la connais pas, tu réponds avec honnêteté, tu réponds ce que tu ressens et en vrai ça casse plein de mécanismes de manipulation qui encore une fois sont voulus ou pas voulus parce qu'il n'y a pas forcément de volonté derrière, notamment là de ma banquière, de vouloir vraiment me manipuler et m'amener à dire oui en me demandant si ça va, parce que ça fait 2-3 fois que je la vois, donc potentiellement c'est juste qu'elle s'inquiète, qu'elle espère que je vais bien, parce que je suis un client gentil, je suis pas un connard, possiblement, mais possiblement pas. Sait-on jamais.
Mais du coup, voilà, c'est rigolo. Quand au contraire, c'est amusant de répondre des choses inattendues, ces petites questions idoines. Genre, ça va? Non. Le monde, c'est de la merde. Le capitalisme nous a servi. Il faut faire quelque chose. Et ça désarçonne tellement les camelots. Mais oui, mais de ouf, mais de ouf. Mais ça me mourir de rire. Ça me mourir de rire. Du coup, je continue quand même. Imaginez que les 15 collègues auxquels vous avez demandé aujourd'hui comment ils allaient en aient profité pour étaler leur malheur et pour implorer votre compassion. Pourtant, la réponse ça va n'est pas, d'un point de vue psychologique, neutre. Selon Howard, elle rend plus difficile le refus de faire, juste après, un petit geste pour ceux qui, eux, ne vont pas bien, pour les nécessiteux notamment. Être bien et ne rien faire pour ceux qui ne le sont pas, est une position psychologiquement inconfortable. Pour tester son explication, Howard a dû augmenter considérablement le nombre de personnes sollicitées. Sur les 120 personnes sollicitées, 12 seulement avoir une humeur maussade. Ça ne va pas bien en ce moment. Peut-être venait-il d'apprendre que leur femme était partie avec leur meilleur ami, ou en emportant la vaisselle. Comme Howard l'avait prédit, ces dernières ne furent absolument pas sensibles à la technique du pied dans la bouche. Une seule d'entre elles accepta d'acheter des cookies, 8% donc, 1 sur 12. Moins que dans le groupe contrôle, 18%. Il s'en trouve 46%, 12 sur 26, parmi les personnes ayant clairement affiché leur bonne humeur. Ça va parfaitement bien. Donc parmi celles étant allées au-delà des exigences de la simple civilité. Peut-être venaient-elles enfin d'être quittées par une ou un partenaire dont elles essayaient vainement de se séparer depuis de longues années. Il va de soi que la grande majorité des gens se contentent d'un simple « ça va », qui les portera néanmoins à se montrer plus généreux, puisque le taux d'acceptation fut alors de 30%, 25 sur 82. Il y a donc une relation entre la tonalité des réponses des gens et leur conduite de générosité ultérieure. Cette relation apporte incontestablement de l'eau au moulin d'Howard. Pourtant, une série de recherches effectuées en Pologne... L'humour basé sur le malaise est celui qui me fait le plus rire. J'avoue que moi, je réagis bien à cet humour. Les quiproquos pas trop, pas forcément, parce que les quiproquos peuvent m'énerver, notamment dans les films. Mais un humour un peu basé sur le malaise et sur le... Hein? Quoi? Je le trouve parfait. Il y a une scène, par exemple, je crois pas que je vais dire ça et pourtant je vais le dire. En ce moment, je regarde Doctor Who avec ma femme, parce qu'elle adore Doctor Who. Et je dois avouer que c'est pas si désagréable que ça. Voilà. Je l'ai dit qu'une fois, je le dirai plus jamais. Oubliez ce que j'ai dit. Et il y a une scène, mais qui m'a tué. C'est juste parfait. Et vraiment, elle m'a fait mourir de rire. Et c'est un peu le truc du malaise. Attendez, je vais vous... on va capturer ça. Je vais vous montrer ce qui m'a tué. Mais vraiment, cette scène, elle me fait mourir de rire. Elle me fait mourir de rire. Donc ça, je vais mettre en pause. Tac. Je vous mets sur cet écran-là. Et c'est ça là. C'est pas vraiment du malaise. Mais le truc du... Mais hein? Genre vraiment, quand t'es là et que tu comprends pas ce qui se passe... Que le personnage ne comprend pas ce qui se passe, elle me fait mais mourir de rire. Parce que vraiment, en plus, là, la scène, elle est pas entière. Parce que du coup, elle va l'engueuler. En fait, en mode, mais pourquoi vous m'avez enlevé et tout. Et lui, il est vraiment là en mode, mais quoi? Mais quoi? What? Bah, genre vraiment, tu vois qu'il est là en mode, comment est-ce que tu viens d'arriver dans mon vaisseau? Mais quoi? Et vraiment, elle est là en train de le pourrir et tout, en mode, oui, mais vous m'avez enlevé et tout. Et juste, il est là avec cette gueule-là du... What? Et elle est parfaite. Et c'est pas vraiment une situation de... C'est pas vraiment une situation du malaise, mais c'est vraiment ce moment de... On comprend qu'on se comprend pas. Tu vois vraiment le truc où t'es là en mode, mais qu'est-ce que quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et que t'es là et que tu vois ça, et que vraiment ça me tue. Ça me tue pour ça. Alors attendez, il faut que je réponde à quelqu'un. Hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 voilà. On va dire... Voilà, mieux. Mais du coup, cette scène me fait mourir de rire. Cette scène, pour l'instant, je trouve que c'est la meilleure scène de tout Doctor Who. Elle me tue. Juste, elle me tue.
Vraiment ce... What? Mais parfait. Juste parfait. Juste parfait. So, on va se remettre. Parce qu'on est quand même en plein live lecture, tout ça. On en était où? Oui, donc voilà, une étude en Pologne. Pourtant, une série de recherches effectuées en Pologne par Doliński, Naurat et Rudak en 2001 conduit à nuancer cette interprétation de Howard. Il faut savoir qu'il n'est pas en Pologne aussi normatif qu'en Dalmatie, et sans doute même qu'aux États-Unis ou que chez nous en France, de répondre « ça va bien merci » à la question. Comment allez-vous aujourd'hui? Il faut savoir surtout qu'il y a des situations dans lesquelles cette réponse n'est plus évidente du tout. C'est le cas par exemple lorsqu'un étudiant et qu'on vient tout juste de rendre sa copie d'examen. Justement, dans une des recherches de Doliński et ses collègues, les étudiants étaient interpellés à la fin d'une épreuve universitaire. On se doute que tous n'avaient pas le cœur léger et le sourire aux lèvres. Ils furent d'ailleurs nombreux à avouer que tout n'allait pas pour le mieux. Quelle que soit l'humeur affichée, le chercheur enchaîné par une phrase de circonstance en période d'examen. Avez-vous d'autres épreuves à passer cette semaine? Puis, sans plus de détour, il en venait à l'objet de sa requête, se faire aider d'une action de charité au profit des orphelins. La technique du pied dans la bouche se montra là encore très efficace, un taux d'acceptation de 62% contre 27% dans le groupe contrôle. Mais contrairement à la thèse de Howard, les étudiants ayant exprimé de l'insatisfaction aux sorties de la salle d'examen furent tout aussi nombreux à offrir leur aide que ceux ayant fait état de leur allégresse. Ce n'est donc pas l'humeur, bonne versus maussade, qui sous-tend ici, dans le contexte très particulier d'une session d'examen, le phénomène de pied dans la bouche. D'autres études réalisées par ces mêmes chercheurs, ou par d'autres, montreront que l'instauration d'un dialogue entre solliciteur et sollicité doit être tenue pour un élément essentiel. Il est à ce point essentiel que, même avec des requêtes dénuées de tout altruisme, on a pu observer de beaux effets de pied dans la bouche. Nonobstant, cet ouvrage étant exclusivement réservé aux honnêtes gens, nous ne doutons pas que le lecteur réservera l'utilisation de cette technique aux causes les plus nobles. Wink wink. Moi, une scène qui m'a tué d'un film pourtant pourri. Une secouriste reçoit le message d'une meuf paniquée, car elle est sur un bateau au large, le pilote inconscient, et le bateau a pris feu. La meuf est paniquée, elle ne sait pas quoi faire. La secouriste lui demande quelle est sa position, et la nana lui répond « Gringa, ma position, c'est dans la mer !» Oui, c'est valide. C'est valide. C'est valide. Raconter, c'est moins bien. Peut-être. Peut-être que là, on te juge et qu'on estime tous qu'en fait, c'était pas foufou. Voilà. Voilà, on ne jugera pas outre mesure. Parce qu'on est gentil. Du coup, je continue quand même. La technique de la crainte puis soulagement. Et bonjour à toi, Abim99. Tu es désormais une petite fougère qui s'agite dans le vent. Bienvenue sur ce petit live de sciences sociales. Prends un siège, installe-toi, mets-toi bien. La technique de la crainte puis soulagement. Comment oublier l'ambiance trouble et malsaine de ces scènes d'interrogatoire relatées dans de nombreux ouvrages sur l'occupation nazie, sur la Russie de Staline, sur le Chili de Pinochet, sur le camp de Guantanamo, ou régulièrement mis en image dans les films de guerre et dans les films policiers. On commence par faire peur, très peur, et là tout est bon, insultes, menaces de torture, de passage à tabac, de coups de fouet, etc. Et puis, alors que l'accusé s'attend au pire, le méchant disparaît, et avec lui, insultes et menaces. Le fouet retourne dans le tiroir, le ton de l'interrogatoire redevient humain, presque fraternel. Le contraste est tel que le gentil apporte par sa seule présence un soulagement inespéré. Il n'est pas rare, les récits historiques en témoignent, d'obtenir alors les aveux qu'on n'avait pas pu arracher jusque-là. Le processus psychologique qui sous-tend ce phénomène n'est pas à rechercher dans la peur, mais dans la réduction soudaine de la peur et dans le soulagement, qui en est la conséquence. Ouf, je l'ai échappé belle. Bonjour. On est donc en plein live lecture de sciences sociales, le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Tu peux faire coucou à YouTube, parce que YouTube te voit, voilà, également, puisque on fait des rediffusions, évidemment, de ces petits lectures, de ce petit live lecture. Je trouvais la scène comique, car tu vois la secouriste qui est super pro, qui essaye d'être badass, et l'autre qui a la réponse du genre, mais meuf, j'en sais rien, moi. Ça cassait tout le côté du film d'action où le héros montre qu'il gère la fougère, alors que, c'est pas si simple. Ouais, c'est un peu ça.
Non mais c'est rigolo en vrai, c'est probablement que la scène marche très très bien. Probablement que la scène marche très très bien. Je reprends. Doliński, dont nous venons juste de parler, et Naurat, un autre chercheur polonais, furent les premiers à étudier expérimentalement une technique très proche, dans son principe, de celle utilisée dans les moments sombres que nous venons d'évoquer. La technique de la crainte puis soulagement, Doliński et Naurat, en 98. Ils ont montré dans 5 recherches, aussi ingénieuses les unes que les autres, que 1. La symétrie du pouvoir, accusateur-accusé, employeur-employé, maître-élève, enfant, parent, n'est pas un prérequis. 2. Que cette technique pouvait déboucher sur toute autre chose que sur des aveux. Nous rappellerons 3 de ces recherches, impliquant des peurs différentes et visant l'obtention de comportements différents. La première a été réalisée dans le sud de la Pologne, dans les rues d'Opole. À Opole, comme à Dolmos, il n'est pas rare de voir des automobilistes indisciplinés se garer à des endroits où le stationnement est pourtant formellement interdit. En revenant, ils trouvaient derrière l'essuie-glace de leur véhicule une petite feuille de la taille et de la couleur d'un PV. Dans un cas, il s'agissait d'une publicité pour le Vitapan, un médicament miracle censé favoriser la repousse des cheveux. Dans une autre, une injonction les gens rejoignant de se rendre au poste de police pour infraction aux règles régissant les stationnements urbains. L'expérimentatrice, cachée non loin de là, laissait l'automobiliste prendre connaissance du contenu du message. Soulagement pour les uns, mais pas pour les autres. Puis, elle s'introduisait. « Bonjour, je suis étudiante à l'université d'Opole. Voudriez-vous remplir un questionnaire pour moi? Ça ne prendra que 15 minutes. » Ainsi, un inconnu vous a un jour demandé de participer à une enquête dans la rue. Vous savez à quel point il est normal d'ignorer sa demande et de passer son chemin. 62% des personnes étant confrontées à la publicité ambitionnent de redonner espoir, sinon charme, aux chauves, condition de crainte puis soulagement, acceptent cependant d'aider l'étudiante, contre seulement 32% dans le groupe contrôle, groupe dans lequel les automobilistes n'avaient trouvé aucun papier sur leur pare-brise. Du simple au double donc, rien de tel parmi les personnes assignées à comparaître au commissariat le plus proche. 8% d'entre elles seulement se montrent serviables. C'est donc bien le soulagement, et non pas sur la peur en tant que telle, que repose l'efficacité de la technique. La peur seule s'avère même ici totalement contre-performante. Donc là en fait ce qu'il montre, tout simplement, c'est que tu as la condition contrôle, tu n'as pas de bout de papier. Donc la personne vient directement te voir quand elle arrive à sa voiture pour te dire est-ce que tu veux bien remplir un questionnaire. Bon. Là vous avez donc 32% des personnes qui vous disent oui. Et pas et donc 72%, et donc à peu près 70% qui vous disent non. Vous avez la condition donc justement de peur puis soulagement. Vous avez peur parce qu'on dirait un PV. Vous arrivez finalement c'est pas un PV. Là vous êtes 62% à dire oui, donc 40% à dire non. Et par contre dans la condition juste peur, et ben malheureusement vous avez 8% qui disent oui, donc vous avez 92% qui disent non. Donc juste la peur, ça ne marche pas. Et c'est comme ça qu'on voit justement qu'est-ce qui va conditionner le comportement serviable derrière. Est-ce que c'est vraiment le fait d'avoir la peur? Est-ce que c'est le fait d'avoir la peur puis le soulagement? Est-ce que finalement ça n'a pas d'importance? Parce que justement avec les trois conditions, ça permet d'isoler quel est le facteur, quel est l'élément qui est particulier et qui va augmenter le pourcentage de réponse. En l'occurrence, là, c'est le fait d'avoir la peur, puis le soulagement. Et si vous avez que la peur, vous avez même un résultat qui est bien moins pertinent que si vous avez rien du tout. Donc si vous devez juste faire peur, ne le faites pas. Pour obtenir quelque chose, ça ne marche pas. C'est pas très bien. La deuxième recherche aboutit aux mêmes conclusions. Elle concerne des lycéens qui s'étaient portés volontaires pour prendre part à une expérience réalisée à l'université d'Opole. En arrivant à l'université, certains apprenaient qu'ils recevaient un choc électrique à la moindre erreur de leur part dans une tâche d'apprentissage, condition de crainte. La moitié de ces lycéens étaient informés un peu plus tard que finalement, cette expérience ne les concernait pas, et qu'en aucun cas, contrairement à ce qu'on avait bien pu leur dire, ils n'auraient à endurer de choc électrique. Ouf. Et ils auraient simplement à lancer des fléchettes sur les cibles dans le cadre d'une autre étude qui porte sur la coordination oculo-manuelle, la condition de crainte puis soulagement. D'autres lycéens, condition de contrôle, n'entendaient jamais parler des chocs électriques. Ils étaient pour leur part directement sollicités pour le test des fléchettes. Alors qu'ils attendaient leur tour, une étudiante disait aux lycéens des trois conditions « Bonjour, je suis étudiante dans cette université. Je recherche des gens qui voudraient bien participer à une action de charité pour un orphelinat. Il s'agit de collecter de l'argent dans les rues de Paul. Est-ce que tu serais d'accord ?» Dans la condition contrôle, 52,5% des lycéens acceptent. Comme attendu, il y eut un désavantage dans la condition crainte puis soulagement, 75%, et moins dans la condition de crainte, 37,5%.
Des résultats donc parfaitement consistants avec ceux obtenus dans la recherche précédente, avec une autre source de crainte. Les chocs électriques remplacent le PV. Avec un comportement d'entraide infiniment plus coûteux, collecter de l'argent pendant une journée plutôt que de répondre à un questionnaire pendant un quart d'heure. La troisième recherche montre que la technique de la crainte puis soulagement peut également être utile à ceux qui veulent amener un kidam à mettre la main au portefeuille. Elle se déroule encore au cœur de Paul et a pour cible de malheureux piétons qui ne traversaient pas la rue au bon endroit. Bref, traversant comme il nous arrive à tous, parfois de le faire, en dehors des passages piétons. On laisse traverser tranquillement certains, condition contrôle, mais pas d'autres, qui sont rappelés à l'ordre par un coup de sifflet intempestif. Se retournant, ces derniers ont toutefois la surprise de constater que celui qui leur a fait si peur n'est pas un policier, comme ils pouvaient le redouter, mais un joyeux farceur. Soulagement donc. Sollicités ultérieurement pour donner de l'argent, les piétons s'étant fait siffler, condition de crainte puis soulagement, furent 2 fois plus nombreux, 62% que les autres, 28,3%, à faire un don. Le montant moyen des dons fut également plus élevé, 60% plus élevé pour être précis, dans la condition de crainte puis soulagement que dans la condition contrôle. On comprend mieux maintenant le processus par lequel Madame O a été conduite à faire l'aumône à un mendiant, après avoir constaté avec soulagement que ce qu'elle avait pris pour une amende, susceptible de mettre le feu aux poudres dans son couple, n'était au final qu'un prospectus bon à jeter au panier. La technique de l'étiquetage. N'hésitez pas évidemment à interagir, à poser des questions sur ce que je vous lis, sur les mécanismes de manipulation qui sont évoqués, sur les études. Vraiment, je suis là pour ça aussi. Donc n'hésitez pas à avoir des questions, à échanger, à dire peut-être des vignettes de votre vie qui peuvent correspondre à ces techniques de manipulation que justement on décrypte un petit peu, parce que c'est là pour ça. Si je comprends bien, c'est la même technique que le gouvernement a pour la gestion sanitaire. Alors, pas tout à fait, non. Parce que la gestion de la crise sanitaire en France, elle se base pas sur le fait de faire de la crainte puis du soulagement. C'est pas du tout le principe. Si tu prends la technique plutôt de manipulation qu'il y a au niveau, enfin si on peut appeler ça une technique de manipulation, au niveau du gouvernement français, tu vas plutôt avoir une technique de cacher la vérité, de cacher plutôt des éléments, on va dire notamment pertinents, pour ne pas passer pour des glandus, bon ça c'est malheureusement un peu raté, et de ne donner la réponse que quand au final tu as résolu le problème, on va dire. Par exemple, si tu prends le cas des masques, c'est de dire non, vous n'avez pas besoin de masques, parce qu'en fait on n'en a pas en stock. Et après, quand on en a en stock, dire oui, bon, allez, en fait, on a peut-être un peu menti, finalement les masques c'est quand même bien. Mais maintenant qu'on en a, vous pouvez en avoir, donc en même temps, voilà, c'est bon. Donc c'est pas vraiment une technique de manipulation, c'est plus une technique de communication et c'est plus pour, on va dire, garder une certaine crédibilité sur le moment donné. Après on peut assimiler ça à une technique de manipulation en soi, je pense, mais ça c'est pas du tout le même mécanisme. Ce n'est pas du tout le mécanisme de faire justement là c'était la crainte puis soulagement, c'est pas du tout le même principe. Parce que là on essaie pas d'obtenir de toi quelque chose, la seule chose que le gouvernement essaie d'obtenir de toi, on va dire, enfin du peuple en général, c'est qu'en gros on reste sage et qu'on continue à travailler sans poser de problème, sans remettre en question leur autorité, sans vouloir, sans qu'ils perdent de crédibilité. En fait, leur action est plus tournée vers eux que vers les autres. Or, dans une technique de manipulation, ton comportement va être plus tourné vers les autres que vers toi. Même si c'est pour obtenir quelque chose, tu vas tourner ton attention, tu vas tourner ta manière de présenter les choses, l'action que tu vas faire va être fait pour que l'autre te donne quelque chose. Or là, c'est pas le cas. Le gouvernement ne fait pas ça du tout. Puisque du coup, le gouvernement essaie juste de pas passer pour des cons, ce qui fait que malheureusement, à terme, il passe encore plus pour des cons. Parce que d'ailleurs, c'est des choses qui sont montrées en sciences sociales. Le problème, c'est que quand tu es une figure d'autorité, comme par exemple le gouvernement, et que tu as donc une crédibilité qui est donnée en fonction de tes actions, et que tu passes ton temps à, par exemple, ne pas donner les bonnes informations sur le moment, en sachant pertinemment que tu ne donnes pas les bonnes phases d'information parce que tu n'as pas les stocks par exemple de masques ou autre, et qu'après tu viens révéler qu'en fait maintenant qu'on a les stocks, en fait ça c'était une fausse information et puis finalement il faut faire ça, tu passes pour un con en fait, tu passes pour quelqu'un qui a menti sciemment parce que tu as menti sciemment, étonnamment, et que du coup tu perds ta crédibilité justement, tu perds ta figure d'autorité, tu perds ce qui te permet d'être une figure d'autorité. Et ça c'est très problématique, surtout que c'est pas le seul problème qui va pas. Quand tu regardes par exemple notre gouvernement actuel a déjà un problème de crédibilité, puisque déjà de base,
leur figure d'autorité part du principe qu'ils ont été élus par le peuple, qu'ils ont été élus par la majorité des Français. Or, d'un point de vue purement statistique, ils ont été élus par 12% des Français. Ou 7%, je sais plus. Oh, bref, par un tout petit pourcentage finalement. Parce qu'il y a eu un énorme taux d'abstention, parce qu'il y a énormément de candidats qui étaient présents et que du coup les votes ont été faits sur d'autres candidats. Enfin bref, vous avez tout un tas d'éléments qui vient en fait montrer que d'un point de vue de la sécurité, de la crédibilité qu'ils ont, et ben en fait, elle est déjà bancale de base. Et si derrière tu viens rajouter une crise sanitaire et une gestion de la crise sanitaire qui est hautement discutable, et où notamment tu vas cacher des informations parce que sur le moment t'as pas le stock et que t'as pas envie de passer pour un con, mais que du coup après plus tard quand t'as le stock tu vas révéler que bah finalement oui tu le savais et puis bah oui t'as menti mais c'est parce qu'il y avait pas le stock mais maintenant il y a le stock donc c'est bon, tu passes pour un con à ce moment là et ça se rajoute et les gens n'oublient pas. Mais le problème c'est qu'au-delà de passer pour un con, tu casses ta crédibilité. Parce que ta crédibilité en tant que gouvernement c'est que t'es là pour le peuple, c'est que t'es là pour prendre soin du peuple. Et si du coup tu avoues sciemment que non, t'as pas pris soin du peuple parce que bah, t'as pas fait gaffe, parce que t'avais pas fait de stock, parce que t'as fait des économies et ainsi de suite, et bah, tu casses ton image en fait, tu casses ce qui te permet d'avoir ta figure d'autorité. Ce qui est con, ce qui est très con. Être manipulé et être pris pour des imbéciles, c'est pas pareil. Oui, il y a un peu de ça. Il veut obtenir ton consentement, alors il te dit que c'est pour ton bien. Et comme il n'obtient pas, il utilise le contraire. La contrainte. Oui et non. Oui et non. C'est pas encore une fois la démarche, c'est pas la même. C'est pas du tout la même. Les gouvernements, et là je vais prendre les gouvernements en général occidentaux, qui sont justement les fameuses démocraties, les démocraties en difficulté, les démocraties en danger, c'est qu'on a des gouvernements qui ne cherchent pas à obtenir quelque chose du peuple. Ils cherchent à se maintenir là où ils sont. Et c'est pas la même démarche. Ce n'est pas du tout la même démarche. Ils ne vont pas essayer de te vendre quelque chose, ils veulent juste rester là où ils sont, dans leur situation, qui les avantage très clairement en tant qu'élite, parce qu'ils sont issus du même bassin social, du même bassin économique et social, et que du coup ils veulent garder leur position de préséance, continuer à faire croire à la méritocratie, au capitalisme, ce genre de choses, de manière on va dire un peu générale. Mais au-delà de ça, à Maastricht en 2005, il cherchait un consentement. Maastricht, qu'est-ce que c'était déjà le traité de Maastricht? Qu'est-ce que c'était déjà le traité de Maastricht? Là comme ça, ça me parle mais je l'ai plus. Le traité de Maastricht, qu'est-ce que c'était? Internet est là pour moi, hein, vous avez vu? Internet est bien. C'était quoi le principe? Nanana. Bah non, juste pas. Oui et non, parce qu'encore une fois, ils n'ont pas vraiment cherché à obtenir quelque chose. Parce qu'à l'époque, c'était Sarkozy, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'était Sarkozy, du coup, qui avait fait ça, non? Non, c'était pas Sarkozy parce que c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Parce qu'il y a un truc qui a été fait, qui était un peu nul. Vous aviez Sarkozy qui avait fait qui s'appelle un référendum pour dire est-ce que vous voulez rentrer dans tel traité qui fait que en gros l'Europe a vachement plus de pouvoir. L'idée étant qu'en gros on allait créer des États-Unis d'Europe, en gros. Non alors c'était pas celui-là parce que celui-là il est beaucoup trop tôt. Ça doit être peut-être le traité du Luxembourg. Non. Non, c'est le pop. Peut-être le traité de Lisbonne. Peut-être le traité de Lisbonne. Bref, c'est pas très important. Mais en gros, ils ont fait un référendum pour dire oui, alors en fait, on va le signer seulement si le peuple est d'accord. Et après, en fait, bah, le référendum a dit non. Et du coup, Sarko est passé quand même par un autre moyen pour nous faire signer le truc en tant que France. Mais du coup, là, pareil, c'est pas une technique de manipulation. Enfin, c'était une tentative de technique de manipulation de dire allez, s'il vous plaît, soyez d'accord, venez, on va voter ça.
et ça n'a pas marché. C'est con. Mais ça, c'était une tentative de manipulation qui a échoué, lamentablement. Mais c'était une technique de manipulation qui était tentée, puisqu'il a essayé de nous faire librement accepter le fait de rejoindre ce traité. Or, finalement, on a dit non, et nous a fait rejoindre quand même le traité, mais par d'autres moyens, qui sont venus exactement au même. Bon, après, là, on part sur de la politique, et c'est pas forcément le sujet du live. Mais ce qui est intéressant par contre dans ça, c'est de montrer que ce qu'il a voulu faire par le référendum, c'était une technique de manipulation qui a échoué parce qu'il n'a pas bien préparé le terrain, parce qu'il n'a pas bien mis en place plein de choses, probablement parce que les gens étaient aussi au courant et qu'ils n'avaient pas forcément envie. Plein de raisons peuvent expliquer pourquoi est-ce que cette technique de manipulation a échoué, mais ça c'était une tentative de technique de manipulation. Si on part sur un cas équivalent, par exemple, beaucoup plus ancien, Napoléon Bonaparte, le premier, a fait une technique de manipulation via le référendum pour prendre le pouvoir absolu. Et justement, lui, il a préparé le terrain comme il fallait, il a posé la question comme il fallait, pour que justement la seule réponse logique, la seule réponse qui pouvait être faite, en grande majorité, était la réponse qui lui donnait tout pouvoir, pour faire un coup d'état au calme, tranquille. Et ça c'est beau, ça c'est beau. Ça c'est une technique de manipulation bien mieux utilisée. bien mieux utilisée. Mais après, pour revenir sur des trucs beaucoup plus récents, récemment, on a constaté un grand changement dans les manières de réagir. C'est beau mais ça pique. Ah bah oui, c'est beau mais ça pique. De toute façon, ce qui est fait, hein. On peut pas revenir sur ce qui a été fait il y a quand même quelques siècles, donc c'est trop tard. Autant tirer des enseignements, autant voir la beauté de l'action, parce que c'était très bien mené, c'était très bien réalisé, surtout pour quelqu'un qui n'avait pas spécialement de sciences sociales sous la main, hein. Parce qu'à cette époque-là, les psychologues sociaux n'existaient pas. Donc tout ça, tous ces moyens, tous ces mécanismes qui aujourd'hui sont décryptés, qu'on comprend rationnellement, qu'on sait pourquoi est-ce qu'ils marchent, comment est-ce qu'ils marchent, à l'époque on savait pas, il n'y avait pas de recherche qui était faite. Ces mécanismes étaient présents, bien sûr, puisque ce sont des interactions entre humains qui créent ces mécanismes, mais personne ne savait comment ça fonctionnait, personne n'avait la preuve par A plus B que ça fonctionnait comme ça. Donc on a quand même un mouvement assez artistique de la part de Napoléon à l'époque, qui a réussi, sans même savoir pourquoi, comment, à mettre en place une technique de manipulation qui a concrètement réussi. Et ce qui est triste d'ailleurs, d'autant plus triste, c'est que derrière vous avez un Sarko par exemple, qui essaye de faire la même, à une époque où par contre il y a toutes les études qu'il faut pour comprendre comment ça marche, quels sont les tenants et aboutissants des techniques de manipulation, et qui se plante parce qu'il l'a mal fait. C'est triste, c'est dommage quand même, c'est con. Mais bon, bref. Pour revenir sur donc, ce qui est plus récent au niveau des techniques de manipulation, on a remarqué qu'il y a un gros changement dans les techniques de manipulation politique, notamment en France, parce que justement on n'est plus dans une démarche où on essaye d'obtenir quelque chose de la grande majorité. C'est-à-dire qu'avant, les politiques avaient des comportements, avaient des techniques de manipulation, de communication qui visaient à obtenir de la plupart des gens le fait que les gens adhéraient au moins en partie à leurs idées et à valider par le vote notamment leur préséance, leur figure d'autorité. Aujourd'hui, plus récemment, on constate un petit changement, puisqu'on n'est plus sur ce combat-là, on est sur plutôt des techniques de communication qui vont viser à solidifier une base, qui est souvent plus ou moins la même base d'ailleurs des lecteurs, qu'on sait être une base justement de personnes qui vont voter, et non plus le grand public. C'est-à-dire que contrairement à il y a quelques années, les efforts qui sont faits par exemple pour convaincre les jeunes à venir voter sont nettement moindres, étonnamment. Et pourtant, vous avez des opérations de communication comme ils ont fait par exemple le gouvernement avec McFly et Carlito, qui étaient très clairement faits pour communiquer auprès des jeunes, et notamment des jeunes votants. Pour autant, on se rend compte que en fait, les efforts politiques qui sont faits, notamment au niveau des débats et ainsi de suite, sont faits pour un public beaucoup plus âgé, et sont faits en fait pour un public de personnes qui vont voter, qui ont l'habitude de voter, qui vont continuer à voter. Parce que notamment, on sait que à l'heure actuelle, les jeunes sont très impliqués en politique, beaucoup plus impliqués que les générations plus anciennes en politique, mais par contre, à contrario, ils sont beaucoup moins susceptibles d'aller voter. C'est-à-dire que concrètement, les générations jeunes, actuellement en France, sont très impliqués en politique, mais ils estiment que le vote, les moyens législatifs actuels, ne sont pas des bons moyens politiques, ne sont pas adéquats, et du coup essayent de passer outre et d'aller faire des projets concrets, différents de politique. Et ça, c'est vachement intéressant parce qu'on voit qu'à contrario, les partis politiques anciens, en ayant constaté ça, ne vont pas essayer d'aller les chercher vraiment, pas beaucoup. Ils vont faire quelques opérations comme McFly et Carlito, encore une fois, qui est
un cas extrême, enfin parfait pour montrer justement ça. Mais ils vont pas vraiment essayer de faire ça de manière soutenue, de vraiment essayer d'aller ramener les jeunes comme ça a été fait il y a pas mal d'années par pas mal de trucs différents. Là, on est plus sur vraiment essayer de solidifier une base électorale qu'on sait aller voter pour qu'ils continuent de voter et qu'ils votent pour toi plutôt que pour l'autre. Et notamment en jouant sur oui, non, mais moi je suis mieux que toi, regarde ce mec-là, il est moins bien, cette femme-là, elle est moins bien, patati patata. Vous constatez ça par exemple avec les Zemmour, les Le Pen et Macron. Si vous regardez, ils ont globalement un travail de communication qui consiste à dire non mais moi je suis mieux que d'eux parce que regardez sur ça je suis mieux, je suis plus extrémiste ou moins extrémiste, patati patata. D'ailleurs c'est très drôle de voir qu'aujourd'hui, alors qu'il y a encore quelques années c'était totalement impensable, Le Pen n'est plus vu comme la personne la plus à l'extrême droite du champ politique français. C'est quand même incroyable. Enfin, vous imaginez quand même que le parti actuel du Front National, enfin du Rassemblement National maintenant, le parti actuel qui a été le plus à l'extrême droite depuis des plombes, mais des plombes politiquement sur la scène politique française, n'est plus le parti le plus à l'extrême droite. Le parti qui a été fondé par des anciens SS, par des mecs racistes au possible, fascistes au possible, qui sont allés notamment trucider des Algériens et compagnie, ne sont plus les mecs le plus à l'extrême droite du champ politique français. C'est quand même une aberration sans nom. On en arrive à des situations où vous avez des journalistes qui vont poser à Le Pen, à putain de Le Pen, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Zemmour? Est-ce que vous pensez pas qu'il est trop à l'extrême? What the fuck quoi, enfin c'est quand même assez incroyable. Enfin, on tombe aussi sur des situations encore plus aberrantes que ça. On tombe sur par exemple Darmanin, membre du gouvernement, qui lors d'un débat avec Le Pen lui dit bah vous êtes molle, vous n'êtes pas aussi extrême que nous on peut l'être, que nous le gouvernement on peut être extrême. C'est surréaliste quand même. Enfin c'est... Moi j'avoue qu'il y a une partie de moi qui à la fois trouve ça très drôle, mais d'un point de vue très ironique, hein, ça en est tellement aberrant que c'en est absurde et ça m'en fait rire tellement c'est absurde. Et en même temps c'est extrêmement, ça fait extrêmement peur, c'est extrêmement effrayant de voir qu'on en est là. Enfin c'est... Bref. Tout ça pour revenir sur le fait que, du coup, on est plus vraiment sur des techniques de manipulation qui visent à obtenir quelque chose des gens de manière générale. On est plus sur solidifier une petite base d'électeurs notamment, qu'on sait qu'ils vont voter, qui continuent de voter, et d'obtenir du coup de ces électeurs-là qui vont voter pour toi que pour d'autres, et non plus de taper large, on va dire. C'est vraiment plus le même travail, c'est même vraiment plus le même travail. Et même au-delà de ça, on se rend compte que notamment au niveau de la communication du gouvernement, on est plus sur une communication du gouvernement qui s'adresse au grand public, au peuple. On est plutôt sur une conversation et sur une communication qui va aller s'adresser plutôt aux entreprises, aux patrons, en fait, en gros, aux gens qui ont l'argent, aux actionnaires et ainsi de suite. On sent bien qu'on est sur un moment où on shift et que le peuple, finalement, pour reprendre les paroles de notre cher Macron, il y a des gens qui ne sont rien, quoi. Si t'as pas de thunes, si t'es pas un gros chef d'entreprise, si t'es pas un gros actionnaire ou quoi, au final, tu n'es rien, on s'en fout. Parce que ce qui leur plaît, ce qui leur convient dans leur manière de voir le monde, et encore une fois, c'est pas forcément de dire avec un côté complotiste, ils veulent contrôler tout et tout ça. Non, c'est juste qu'ils ont grandi dans ce bassin idéologique-là, donc ils ne peuvent pas penser autrement puisqu'ils ont grandi et qu'ils évoluent dans ce bassin idéologique-là. Pour eux, le seul truc qui compte, c'est le capital, c'est le fait de continuer à capitaliser, c'est le fait de continuer à produire, de faire des entreprises, et ainsi de suite. On voit bien que dans leur vision des choses, l'égalité sociale, ils en ont rien à péter. Parce que ça ne rentre pas dans leur cadre idéologique, ça ne rentre juste pas dans leur cadre idéologique. Et il n'y a pas de volonté de vouloir fracasser le peuple, quoi que ce soit, comme certains peuvent le dire. Ils en ont juste rien à péter. On n'est juste pas dans l'équation. Ils en ont juste rien à foutre. C'est pas un complot ou je ne sais quoi. C'est juste que les mecs, ils ont toujours grandi avec une fourchette en argent dans la bouche, enfin une cuillère en argent dans la bouche, et continuent à vivre avec une cuillère en argent dans la bouche, et c'est tout. C'est très triste pour nous parce que du coup c'est les gens qui ont plus de facilité à être au pouvoir, mais c'est juste ça, c'est juste la médiocrité humaine, rien de plus, rien de moins, et c'est triste. Bref, je vais continuer quand même la lecture de notre petit traité de manipulation, c'est important. La technique de l'étiquetage. Comment les enfants en viennent-ils à faire par eux-mêmes ce que les adultes veulent qu'ils fassent, comportement attendu, ou comme disent les spécialistes, à internaliser les exigences sociales en matière de comportement. Les chercheurs qui travaillent sur cette question, voire Grusek en 99, insistent à juste titre sur l'importance qu'il convient d'accorder à ce qu'ils nomment les explications internes de ces comportements, celles qui sont propres à la personne, à ses intentions, à ses motivations. Par exemple, j'aime lire.
par opposition aux explications externes qui renvoient quant à elles aux autres. Par exemple, c'est la maîtresse qui veut que je lise, ou la situation. Par exemple, je ne veux pas vraiment faire autrement. Je ne peux pas faire vraiment autrement. Les explications internes les plus efficaces sont celles qui en appellent à la personnalité de l'enfant, et plus particulièrement à ses traits. Voyons comment Miller, Brickman, Bollen, en 1975, s'y sont pris pour emmener des élèves de 8 à 11 ans à ne pas jeter des papiers de bonbons par terre au terme d'une leçon sur la propreté et l'ordre. Ils testèrent en fait deux façons de procéder. Dans un cas, l'intervenant rappelait aux enfants qu'il faut être propre et ordonné, et les exhortait à se conformer désormais à cette exigence, condition de persuasion. Dans un autre, il se contentait de leur dire qu'ils étaient des enfants propres et ordonnés, à une condition d'étiquetage. Dans un groupe contrôle, l'intervenant n'ajoutait rien après la leçon. Un peu plus tard, on distribuait aux enfants des trois groupes des sucreries soigneusement emballées et on comptait le nombre de papiers de bonbons laissés sur le sol. Les chercheurs purent ainsi vérifier que la technique de l'étiquetage était bien, comme ils en avaient fait l'hypothèse, la plus efficace. La supériorité de cette technique est également démontrée dans une autre recherche qui porte sur la performance scolaire, en l'occurrence sur les résultats obtenus à des exercices de mathématiques. Deux types d'étiquetage furent utilisés, les élèves se voyant attribuer soit une bonne capacité, capable comme vous l'êtes, soit une forte motivation, motivé comme vous l'êtes. Là encore, les étiquetages se révélèrent plus efficaces que la persuasion. Les deux recherches qui viennent d'être évoquées montrent que la technique de l'étiquetage est efficace avec les enfants, mais elle l'est aussi avec les adultes. D'autres recherches, comme Stranta et De Jonck en 81, montrèrent en effet, à peine quelques années plus tard, que l'on pouvait s'appuyer sur cette technique pour infléchir le comportement de personnes majeures et vaccinées. Ils montrèrent en outre qu'il y a étiquetage et étiquetage. Sur la base d'un prétendu test de personnalité, qu'elles venaient juste de passer, on disait à certaines personnes que leur réponse était celle de quelqu'un de vraiment gentil et bienveillant. Étiquetage positif pertinent. On disait à d'autres qu'elles avaient fait preuve d'une grande intelligence. Étiquetage positif non pertinent. Rien n'était dit aux personnes composant le groupe contrôle. Quelques minutes plus tard, quelqu'un laissait choir un paquet de cartes. Allait-elle ou non intervenir ? Seules les personnes ayant fait l'objet d'un étiquetage pertinent, ici l'étiquetage prosocial qui indiquait un intérêt pour autrui, une sensibilité aux difficultés des autres, furent plus nombreuses que celles du groupe contrôle à se baisser pour ramasser la carte. Cette recherche confirme donc l'efficacité de la technique de l'étiquetage auprès des adultes. Elle nous enseigne en outre qu'il vaut mieux, lorsqu'on attend quelque chose d'autrui, choisir un étiquetage pertinent, ici un étiquetage prosocial, gentil, bienveillant, et donc en prise directe avec l'acte attendu, dans cette recherche aider quelqu'un dans l'embarras, plutôt qu'un étiquetage sans rapport avec l'acte attendu, même si cet étiquetage est particulièrement valorisant, ici intelligent. De ce point de vue, la militante des Restaurants du Cœur ne s'était pas trompée en évoquant la sensibilité de Madame O à la douleur humaine avant de s'en remettre à sa générosité. Elle s'est gardée, bien que Madame O admirât une vierge du XVe siècle, d'évoquer sa sensibilité esthétique. Il ne faut pas confondre étiquetage et brosse à reluire. Parole de psychologue social, pas plus qu'il ne faut confondre original et contrefaçon. Parole d'antiquaire, voire de brocanteur. Pour en finir avec une note plus sérieuse, nous mentionnerons que de beaux effets d'étiquetage ont pu être observés, avec des formulations indirectes, comme « Je pense que vous allez réussir cet exercice ». Scandrani, Marzuki, Marchand et Joule en 2012. C'est marrant parce que c'est des noms de professeurs, c'est des noms de mes anciens profs. Marzuki, c'est un de mes profs. Joule, c'est un de mes profs. Marchand, c'est quelqu'un qui était effectivement dans l'environnement. Je l'ai pas eu en enseignant, mais ou enseignante. Je sais même pas si c'est une femme. Mais c'est marrant parce que c'est dans l'environnement. Ce sont des noms qui ne me sont pas inconnus. Et je trouve ça très 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 rigolo. Vraiment. Vraiment. C'est comique, comme on dit. C'est comique. Hop. Ça fait combien de temps qu'on est en VOD au fait ? Question existentielle s'il en est. Ah, ça fait un bon moment, ça fait 2 heures. On va peut-être s'arrêter là pour cette VOD et en réentamer une autre parce que ça commence à être long et le chapitre est encore loin. Ouais, le chapitre est encore loin. Ouais. On va faire une petite pause ici. Donc, petite fougère de YouTube. C'est fini pour aujourd'hui. Pour la VOD, pour la rediffusion, on s'arrête là. J'espère que tu auras passé un bon moment sur cette rediffusion
du live lecture. Bien évidemment, tu trouveras en lien en description tous les liens qui te permettent de venir par exemple sur Twitch, là, avec nous, en temps réel, pour discuter avec nous, échanger avec nous. Tu vas également avoir les liens pour rejoindre le Guilded, qui est le réseau social que j'utilise le plus, qui est comme un Discord, mais qui n'est pas Discord. Parce que je trouve qu'il est beaucoup plus pratique sur pas mal de points. Et puis voilà, je te dis à très bientôt pour une prochaine rediffusion de live lecture, et puis des bisous.